Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette interview. Tout d'abord, je tiens à vous adresser les meilleurs vœux pour cette année 2025. Donc aujourd'hui, on va discuter de l'avenir de la métrologie avec notre expert Jean-Michel Pou, président fondateur de Deltamu. Jean-Michel, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes vraiment ravis d'être parmi vous aujourd'hui et nous sommes impatients de découvrir l'avenir de la métrologie dans un monde en constante évolution. Donc, avant de commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu de votre parcours en métrologie et de votre rôle actuel? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir offert cette tribune. J'avais fait un post pour préciser ça. Chaque fois qu'on parle du métier, c'est bien. Il y a des gens qui sont là, puis il y a ceux qui verront ça sur YouTube un jour. Donc ça, merci de ces initiatives, c'est vraiment génial. D'ailleurs, merci pour ce que tu fais en général. On avait eu une discussion ensemble où je t'ai fait part de du plaisir que j'avais à voir ton engagement permanent, quotidien sur LinkedIn. Donc bravo pour ça. Et ta passion pour le métier. Meilleurs vœux à tous, bien sûr. Bien que ce soit un peu vain, hein, souhaiter la bonne année. J'ai écrit sur LinkedIn aussi pour mes vœux. Moi, je vous conseille surtout de prendre l'avenir en main, quoi. Voilà. Parce que si vous comptez sur les autres, vous n'êtes pas sorti de l'affaire. Je souhaite juste que la vie vous épargne d'événements trop douloureux et trop difficiles à surmonter. Mais pour le reste, aide-toi, elle s'y t'aidera, comme dit l'adage. Donc pour revenir maintenant rapidement sur mon parcours, ce qui me qualifie le mieux, c'est le terme de passionné. En fait, je suis passionné de métrologie, donc tout comme toi, Josette. C'est pour ça que j'apprécie ce que tu fais. Moi, cette passion, elle a démarré complètement par hasard. Je n'avais jamais entendu parler de. Moi, j'ai un DUT de mesure physique à la base, hein, donc je n'ai pas un gros diplôme. Et surtout, je crois que j'ai une chance, c'est que je n'ai pas appris la métrologie à l'école. Voilà. Bon. Je reviendrai après sur ce qui s'est passé, mais en tout cas, à l'école, on ne m'a rien dit, ou en tout cas, pas grand-chose. Et ça, c'était plutôt bien. Et j'ai choisi, je suis rentré par hasard dans un laboratoire d'étalonnage en 88, ça ne rajeunit pas, j'ai 59 ans. Et ça fait donc, 88, je vous laisse compter, 12 et 25, ça fait 37 ans que je suis dans le métier. Voilà. Alors en 37 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Je vais y revenir. Mais la chose la plus importante, c'était de rentrer dans ce métier-là. J'y suis rentré par hasard. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le jour où je suis rentré parce que j'ai été coopté, on va le dire, et la personne qui m'a fait rentrer ou qui m'a dit que je pouvais rentrer dans cette entreprise qui s'appelait OVM Qualité, qui s'appelle toujours OVM Qualité d'ailleurs. Là, je vous parle de 88, on m'avait dit surtout, il ne faut pas que tu y restes. Je n'expliquerai pas les raisons, mais bon, j'y suis resté. Voilà. Je suis entré en tant que technicien, même pas stagiaire, en fait, pour apprendre le métier d'étalonneur. Donc, même en sortant de mon DUT mesure physique. Alors, j'avais choisi ça parce qu'il y avait le mot physique dedans, donc moi, j'adore la physique. Je ne savais pas que j'allais faire des mesures, mais du coup, j'ai fait des mesures. Voilà, c'est ça. Mais les mesures, c'est aussi de la physique, donc je m'y retrouve un peu. Et donc, j'avais jamais entendu parler ou très peu d'étalonnage. 88, c'était avant l'ISO 9001. Hein. Le boom de l'ISO 9001, c'est dans les années 90. L'écriture de la première version, je crois qu'elle date de 85. Donc, le patron de OVM Qualité avait eu le nez creux en créant ce laboratoire, avec les plus grandes difficultés au début, puisqu'il n'y avait pas de marché, mais du coup, on était là au bon moment et on a pu prendre le vol de l'ISO 9001 et de tout ce qu'elle exigeait en matière de métrologie, disait-on. Mais l'ISO 9001 exigeait des choses en matière de métrologie et nous n'avons fait que des choses en matière d'étalonnage. C'est très, très différent. Donc, j'ai commencé ma carrière par faire des étalonnages et j'en ai fait beaucoup. Je participe à de nombreux comités de normalisation, de nombreux groupes de travail. J'ai fait plein de choses, on verra si c'est intéressant d'en parler. Et tous les gens que je côtoie sont en général des gens qui sont rentrés par la grande porte et qui n'ont pas beaucoup pratiqué. Je dis en général, il y a sûrement des praticiens. Mais moi, j'ai beaucoup pratiqué parce que je suis rentré par la toute petite porte. Donc, moi, j'ai commencé par nettoyer des piges étalons et des pieds à coulisses, à essayer de comprendre comment ça marchait. Et comme je suis quelqu'un de curieux, je me suis posé plein de questions. Ce qui m'a conduit à la création de Deltamu. J'y reviendrai. Mais au début, il fallait tout inventer. 88, il fallait tout inventer. Rien n'existait. L'ISO 9000 n'était encore pas d'usage courant. Il y avait un avantage, c'est qu'on avait le temps. Voilà, on avait le temps
on avait le temps d'apprendre, puisqu'on n'avait pas beaucoup de clients. Voilà. Mais il fallait survivre, donc il fallait aussi trouver des bonnes idées, et voilà. Donc, et pour à la fin du mois avoir son salaire, il fallait l'avoir mérité, donc il a fallu travailler, quoi, beaucoup travailler. Donc moi, personnellement, j'ai étalonné des dizaines de milliers d'instruments de mesure. Je n'exagère pas, c'est pas quelques dizaines pour dire que dans les formations, j'ai bricolé sur un pied à coulisse. Avec mes petites mains, j'ai étalonné des dizaines de milliers d'instruments de mesure. Je viens de la métrologie dimensionnelle. J'ai progressé dans le laboratoire, j'étais d'abord technicien, après je suis passé responsable de laboratoire, après je suis passé responsable d'accréditation. J'ai ouvert l'accréditation de même qualité dans les instruments de mesure à code variable. Avant, les laboratoires n'étaient habilités, à l'époque, habilités, on disait, il y a une différence avec accrédité, on y reviendra si vous voulez, mais les laboratoires étaient habilités pour les étalons. Donc, on était habilité pour étalonner une cale étalon, une baglisse étalon, un tampon étalon, voilà. Dans les années 92-93, le COFRAC a ouvert les portes de l'accréditation aux instruments à code variable. Les instruments à code variable en dimensionnel, c'est les micromètres, les pieds coulisses, les comparateurs, donc c'est moi qui ai ouvert enfin, on était le 3e laboratoire à l'époque accrédité dans les codes variables. C'est moi qui avais déposé donc le dossier avec un gros travail sur l'évaluation des incertitudes d'étalonnage pour les instruments à code variable. Voilà, donc là, je suis devenu responsable d'accréditation. Ça, c'était 94. Puis après, je suis devenu directeur technique, puis directeur général de VM Qualité en 95-96. Et j'ai quitté en 97 pour créer Deltamu. J'y reviendrai aussi. Pendant ma période de VM Qualité, donc je l'ai dit, j'ai fait des dizaines de milliers d'étalonnages, j'ai formé des dizaines de techniciens et j'ai signé des centaines de milliers de certificats d'étalonnage. Je dis bien des centaines de milliers de certificats d'étalonnage. Donc, des résultats d'étalonnage sur un pied coulisse, un micromètre, un comparateur, un tampon fileté et je ne sais quoi, j'en ai vu et revu et re-revu. Et pendant toutes ces années, je me suis rendu compte que ce qu'on faisait, ça servait absolument à rien. Je vous dis, absolument à rien. C'est un peu faux dans le domaine des calibres à limite. Parce que quand je regarde un tampon fileté ou une bague filetée, je ne sais pas si elle est bonne ou pas bonne. Voilà, ça, je ne peux pas le savoir comme ça. Il faut que je la mesure. Je n'ai pas le choix. Par contre, quand j'étalonne un comparateur, un pied coulisse ou un micromètre, je ne vois que mon propre bruit. Sans exagérer, je crois que sur les centaines de milliers de PV que j'ai signés, limité au code variable pour les raisons que je viens de dire sur les calibres à limite, et on pourra en discuter s'il y a des sujets sur la périodicité, j'ai jamais vu une erreur sur un instrument de mesure ou presque. Allez, disons que si j'en ai vu 10, c'est bien le bout du monde. C'est bien le bout du monde. À chaque fois, ce que j'ai vu, c'était les erreurs du protocole d'étalonnage, du processus d'étalonnage. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, ou très rarement, je vous dis, j'en ai vu quelques-unes, mais ça se compte en dizaines, ça ne se compte pas en milliers. Donc, on n'a pas changé la face du monde en étalonnant les instruments de mesure. J'aimerais vous préciser une chose, c'est que quand on fait un étalonnage, on dit qu'on raccorde l'instrument de mesure. Non, c'est d'usage de dire ça. Les laboratoires d'étalonnage assurent le raccordement des instruments de mesure. C'est faux, c'est archi faux. Les laboratoires d'étalonnage constatent le raccordement des instruments de mesure. Ceux qui assurent le raccordement des instruments de mesure, c'est les fabricants d'instruments de mesure. Quelqu'un qui fabrique un pied à coulisse, il s'engage à fabriquer un instrument qui mesure par rapport au mètre. Son métier à lui, c'est de fabriquer un instrument de mesure qui est raccordé au mètre, puisque le pied à coulisse est en mètre. C'est le fabricant qui raccorde au mètre l'instrument de mesure. Le laboratoire d'étalonnage constate que le fabricant a bien fait son travail quand l'instrument est neuf, ou éventuellement constate que l'instrument a dérivé depuis qu'il était neuf et parce que l'usage fait que, alors il a peut-être dérivé. Moi, pour moi, j'ai jamais vu dériver un pied à coulisse. J'ai jamais vu dériver un micromètre. Donc, s'il y en a qui l'ont vu, tant mieux. Moi, j'en ai pas vu. Dieu sait que j'en ai signé des PV et j'en ai jamais vu. Voilà. Donc, quand je dis jamais, c'est moi epsilon. Je suis devenu un peu statisticien, donc on va mettre un bémol. Pour moi, le jamais, c'est pas jamais. C'est jamais moins epsilon. Voilà. Peut-être ça. D'accord. Vas-y. Et dites-moi, comment vous avez, qu'est-ce qui vous a poussé à créer du coup Deltamu? Alors déjà, on se tutoie, hein, donc tu m'as un petit peu gentil, je te l'ai dit. Même si on a une grosse différence d'âge, c'est pas un problème. On est des métrologues et on est surtout des passionnés de métrologie. Donc tout ça fait qu'on se tutoie. J'y viens. Je finis juste quand même sur un petit truc important qu'il faut que vous compreniez, c'est essentiel. Quand on a commencé à faire des étalonnages dans le cadre de l'ISO 9001,
parce qu'avant, il n'y avait pas de clients. Et d'ailleurs, avec toutes les fonctions que j'ai eues dans différents laboratoires d'étalonnage, je n'ai jamais eu de clients qui venaient parce qu'ils avaient besoin de vérifier si leurs instruments étaient raccordés. Je n'ai eu que des clients qui venaient parce qu'ils étaient ISO quelque chose et qu'ils étaient obligés de le faire. Voilà. Je n'ai eu que ça. J'ai été à la tête d'OEM Qualité, j'ai été à la tête de BEA Métrologie et j'ai été à la tête de A+ Métrologie, qui était le numéro 2 français des étalonnages. J'ai jamais un client qui est venu parce qu'il avait besoin de vérifier un instrument de mesure parce qu'il avait un problème industriel. J'ai toujours eu des clients qui m'envoyaient des instruments parce que là, en la norme, on disait qu'il fallait étalonner des instruments de mesure. Voilà. Et mon client, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tout le temps, enfin mes clients, j'en ai beaucoup, j'ai pas une mono-expérience. Moi, des clients, j'ai à peu près croisé dans ma carrière tous les industriels français, à peu près, dans les différentes fonctions que j'ai eues. Tous mes clients voulaient qu'on leur dise que leurs instruments étaient conformes. Voilà. Et comme l'auditeur voulait qu'il y ait une étiquette avec une date, alors il nous demandait une étiquette avec une date. Voilà. Et c'est nous, les pionniers, les premiers dans les années 90, qui avons lancé les périodicités calendaires. Quand un client veut une étiquette avec une date et que moi je ne suis pas le bon Dieu pour savoir jusqu'à quelle date cet instrument va être conforme, puisque je ne sais pas ce qui va lui arriver dans sa vie, ça se trouve il va être conforme jusqu'au moment où je l'étalonne, parce que ça se trouve le magasinier chez moi, il va le faire tomber avant de l'emballer, il est plus conforme. Donc j'ai dit conforme, ça ne veut rien dire. Voilà. Il était peut-être conforme à quelque chose quand je l'ai vu, mais dès la seconde qui suit, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Je reviendrai sur ces périodicités calendaires, c'est important que vous le compreniez, parce que vous êtes la jeunesse, vous êtes le renouveau du métier, ça va être à vous, moi je suis arrivé en fin de carrière, ça va être à vous de faire changer les choses. Donc nous, comme les clients ils voulaient une étiquette et qu'on n'y connaissait rien, puisqu'il n'y avait pas de métier avant, ça n'existait pas avant, à de rares exceptions, et bien qu'est-ce qu'on faisait le matin en arrivant en gamme qualité? On imprimait des étiquettes. Alors aujourd'hui, on est le 9 janvier 2025, on faisait à peu près 200, 300, 400 étalonnages par jour, ça dépendait des jours parce qu'on avait des navettes, peu importe. Et ben, on imprimait 300 étiquettes avec janvier 2026. Voilà. Et donc, notre client était content, il avait une étiquette sur l'instrument de mesure. Étiquette qui ne veut rien dire. Rien dire. Ça, c'est important de le comprendre. C'est un copier-coller de ce que fait la métrologie légale. La métrologie légale, elle n'est pas là pour garantir la pertinence des mesures qui sont faites au quotidien. Elle est là pour garantir l'égalité et la loyauté des échanges commerciaux. L'égalité, c'est-à-dire les risques sont les mêmes pour le vendeur et pour l'acheteur, pour le Lillois que pour le Marseillais. Donc ça, c'est l'égalité. Et la loyauté, c'est qu'on sait très bien que les mesures ne sont pas justes, il faut juste qu'elles ne soient pas trop fausses. Et dans le cadre de cette loyauté, on a inventé le système des périodicités calendaires. Donc on a dit, un instrument comme ça, il faut le vérifier tous les 18 mois. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des étiquettes vertes sur les pompes à essence, sur les balances de bouchée, sur les balances du primeur. Vous noterez qu'il n'y a pas d'étiquette verte sur votre compteur EDF, pourtant on vous vend bien quelque chose, ou sur vos compteurs d'eau. Parce que là, on se dit que ça serait tellement trop cher de faire des vérifications de ces compteurs individuels, à la fois électriques et eau, tous les 18 mois, qu'on dit, tant pis, on prend le risque, et s'il dérive, on le verra bien via les consommations. Voilà. Si votre appareil dérive, d'habitude vous consommez 100 mètres cubes d'eau et que l'année d'après vous en êtes à 150, soit il y a une fuite, soit il y a une déconnade sur le compteur. Ça s'appelle une surveillance. Donc je n'ai pas besoin de surveiller le compteur. Si je sais que je consomme en gros 100 mètres cubes par an, voilà, le jour où j'aurai une valeur aberrante, je me demanderai si c'est le compteur ou si c'est ma consommation. Par exemple, il peut y avoir une fuite. Donc c'est la métrologie légale qui a inventé les périodicités calendaires et qui a inventé les étiquettes sur les instruments de mesure. Mais vous aussi, vous avez des étiquettes sur vos voitures pour le contrôle technique. C'est une date de validité administrative. C'est une date de validité légale. C'est-à-dire qu'avant cette date, vous n'êtes pas embêté, même si votre voiture, c'est une vieille machin truc et qu'elle a un problème, sauf si les pneus sont lisses et que le flic le voit. Et après cette date, même si votre voiture n'avait pas de problème, vous serez verbalisé parce que c'est un délit. C'est une date de validité juridique, pas technique. Il n'y a personne qui peut garantir que jusqu'à la date, l'instrument sera toujours conforme à son utilisation. Mais en 88, 89, 90, comment on allait inventer un truc qui permettait de deviner quand est-ce que les instruments allaient devenir défaillants? Pour répondre aux exigences, on a collé des étiquettes en mettant un nom. Voilà. Et donc, à l'origine, le péché originel, c'est ça. C'est que les clients voulaient des étiquettes, que nous, laboratoire, il fallait donc qu'on colle une étiquette, et comme on n'était pas le bon Dieu, on a dit, on va faire tous les ans, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on n'a pas fait de calcul très compliqué.
vous rappelle quand même que dans les années 88-89, on était à peine au début de l'ordinateur personnel, à peine au début du PC. Les premiers qui faisaient des étalonnages, ils faisaient ça sur des feuilles, et il y en a encore qui le font, papier, ils écrivaient à la main sur des papiers. Nous, à ON Qualité, on avait cette chance d'avoir un beau système informatique qui avait été développé, qui était très innovant, ce qui nous permettait d'être très productifs. Mais la plupart des gens, ils faisaient des fiches papier et après, ils allaient taper sous Word, quoi. Enfin, voilà, d'accord? Donc, c'est pas en faisant ça qu'on allait en plus faire des calculs compliqués pour déterminer des périodicités. J'en suis revenu des périodicités, même si j'ai créé Deltamul pour répondre à ta question, pour justement aider les industriels à faire ça. La date anniversaire de Deltamul, c'est le 28 janvier 1998. L'idée de Deltamul, c'est à peu près 1993. À partir de 1993-94, j'ai réfléchi dans mon labo à améliorer notre prestation pour pouvoir accompagner nos étalonnages d'un avis, non seulement sur la périodicité, mais aussi sur la conformité. De dire d'un instrument de mesure qu'il est conforme à la norme, c'est dire qu'il est conforme à la norme. C'est pas dire qu'il est conforme à votre utilisation. Et moi, en tant que directeur général du numéro 2 français des étalonnages, je dis que vos appareils sont conformes à vos clients. Je vous le dis, d'accord? Je prends cette responsabilité en tant que chef d'entreprise. Si un jour vous avez un vrai problème industriel et que c'est à cause de l'instrument de mesure, c'est quoi mon risque? Zéro. Il n'y a jamais un laboratoire d'étalonnage qui a été attaqué en justice pour quoi que ce soit. Pourquoi c'est zéro? Parce que, je ne vous ai pas dit qu'il était conforme à votre usage, je vous ai dit qu'il était conforme à une norme. Qui c'est qui écrit la norme? Ben, vous. Ceux qui veulent l'écrire. Voilà. Il suffit de payer pour écrire la norme. Les gens dans les comités de normalisation, on appelle ça des experts. Alors, certes, il est souhaitable qu'ils aient des compétences. Bon, ça peut se discuter pour certains, mais je ne vais pas donner de nom, je suis gentil. Mais c'est une supposition. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils ont juste payé pour être là. Et que la norme, elle est écrite pour ceux qui l'écrivent. Elle n'est pas écrite pour ceux qui la lisent. Quand on écrit une norme, on paye. Moi, je paye pour faire des normes à l'UNM, donc les normes en dimensionnel. Je paye pour faire des normes à la FNOR. Je paye pour faire l'ISO 10012. D'accord? Je l'écris pour moi. Pourquoi je vous ferai des cadeaux à vous? Et puis, comment je pourrais écrire une norme qui répond aux besoins de tous les industriels? Il y a des gens qui utilisent un pied coulisse pour trier des forêts de 12 et des forêts de 15. Ce n'est pas le même problème que ceux qui font de l'ébauche pour faire une pièce qui vont passer en usinage numérique, ou ceux qui font de la finition parce qu'ils font de la chaudronnerie ou ils font du mécano-soudé. C'est comment la norme peut savoir ce que vous allez faire avec. Je vais vous donner un tout petit exemple. On avait fait un gros dossier pour Sanofi Pasteur sur leurs micropipettes. Les micropipettes, la norme dit 0,8%. Je ne vais pas m'étendre, ce n'est pas le problème. Nous, la première méthode qu'on a analysée, et après ils nous ont passé une grosse commande, donc c'est qu'on n'a pas dit des conneries, ça a été validé par eux. La première méthode qu'on a analysée, qu'utilisait une micropipette chez eux, on a démontré que jusqu'à 15% d'erreur sur la pipette, ça n'influençait pas le résultat final. 15% au lieu de 0,8%. La norme dit 0,8%, le besoin industriel, c'était 15%. Est-ce que c'est de la faute de la norme? Non, la norme, elle existe. Si vous voulez l'utiliser, c'est tant mieux. Mais il n'y a personne qui vous oblige. Donc, nous, laboratoire d'étalonnage à l'époque, comme nos clients voulaient une date, on collait des étiquettes, et qu'ils voulaient un avis, on nous donnait un avis par rapport à la norme. Si je me tourne vers les industriels et que j'appelle chaque client en lui disant c'est quoi ton EMT? Je déteste ce concept qui n'est absolument pas un concept métrologique à mon sens, mais je veux connaître votre EMT sur votre pied coulisse, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me répondre, mais j'en sais rien, moi. C'est vous les spécialistes. Je dites-moi s'il est conforme. Alors, ok, bon, écoute, si tu ne veux pas faire l'effort de comprendre ton besoin, moi, je vais te dire que c'est conforme à la norme. Voilà. Et une fois que j'ai dit ça, je reviens à mon problème juridique. Si un jour j'ai un client qui a un problème, j'ai zéro risque parce que je vais lui dire, je vous ai dit conforme à la norme, et puis 2, je vous ai dit conforme au moment où je l'ai vu. Il n'y a rien qui garantit qu'au moment où vous avez eu votre problème, il y avait un souci. Rien. Donc, ce n'est pas de ma faute. Moi, au moment où je l'ai vu, il était bon. Maintenant, il est plus bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, entre les deux. Elle est où ma responsabilité, monsieur le juge? J'ai aucun problème. C'est là le souci, en fait. Il faut bien comprendre ça. Il y a zéro risque de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi, à part dépenser trop d'argent. Donc, après 10 ans, et en ayant eu des grosses responsabilités, je me suis dit, c'est pas ça le boulot. C'est pas ça le boulot. Il faut aider les industriels à prendre des bonnes décisions
et à faire une métrologie qui soit adaptée à leurs besoins. Donc, j'ai lancé Deltamu pour répondre à ta question, Josette. J'ai créé Deltamu après 5 ans de réflexion et de travail en ayant développé du code pour faire des calculs un peu poussés. J'y reviendrai aussi, c'est intéressant. J'ai créé Deltamu pour dire, OK, il y a des étalonneurs, et ben moi, je vais prendre le rôle du responsable métrologie. C'est-à-dire, en gros, je vais aider les industriels à faire de la métrologie. Je vais aider les industriels à intégrer les résultats d'étalonnage dans le processus de mesure globale que eux mettent en œuvre pour évaluer quelle est l'incertitude de ce processus de mesure et définir à partir de quelle tolérance je peux l'utiliser. D'accord ? L'instrument, c'est un des facteurs qui contribue à l'incertitude de mesure. Moi, j'étudie toute l'incertitude de mesure et je regarde si cette incertitude de mesure est compatible avec le besoin du client. En gros, la tolérance qu'il doit réaliser et les attentes de son client. Voilà. D'accord. Et pour financer ce travail, parce que c'est un vrai travail d'analyse, c'est un vrai travail de métrologue, ça n'a rien à voir avec un étalonneur. Un étalonneur, il étalonne, il regarde les instruments de mesure. En gros, il regarde les plaquettes de frein. Le métrologue, lui, il doit regarder à quelle vitesse il peut rouler avec la voiture. Il y a une différence énorme entre la plaquette de frein, d'accord, et oui, c'est une condition nécessaire que les plaquettes de frein soient dans un état satisfaisant pour garantir le freinage de la voiture. Mais ce qui intéresse le mec qui prend le volant, ce n'est pas les plaquettes de frein, c'est l'état du système de freinage. Donc j'ai créé Deltamu pour analyser l'état du système de freinage. En gros, qu'est-ce que chez moi, dans mes conditions, quelle est l'incertitude qui s'exprime quand je fais des mesures et est-ce que cette incertitude est en adéquation avec mon besoin? C'est la raison d'être de Deltamu. La raison d'être de Deltamu. Et donc, comment tu peux décrire du coup l'importance de la métrologie dans notre société d'aujourd'hui? Je finis juste. Et je vais te dire où est le problème, parce que moi, je redis, je suis un autodidacte. Je suis passionné. Voilà. Mais par contre, j'ai tellement vu de choses, j'ai tellement vu de gens, j'ai tellement parlé que je sais très bien que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais c'est ça l'essentiel. C'est ça le nœud du problème. C'est là que se situe l'avenir des métrologues. C'est parce que tout le monde s'en fout. Mais comme tout le monde s'en fout, il faut comprendre pourquoi ils s'en foutent. Et deux, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Parce que tant que c'est coller des étiquettes sur des instruments de mesure, on ne sert à rien, ça ne sert à rien, à part faire plaisir à des auditeurs. Okay, je rappelle juste, en France, il doit y avoir à peu près, alors les chiffres sont compliqués à voir, mais entre 150 000 et 200 000 entreprises industrielles. Il y a 20 000 ou 22 000 certificats ISO 9000. En gros, il y a 150 000 entreprises industrielles qui n'ont jamais fait un étalonnage de leur vie et ça ne les empêche pas de faire du chiffre d'affaires et ça ne les empêche pas de satisfaire leurs clients. Voilà. Donc, quand on veut être ISO 9000, il faut passer par les petites étiquettes. D'accord ? Donc, tout le monde se range comme machin, mais ça ne sert absolument à rien parce que si moi j'étais patron d'une entreprise de mécanique ou d'un grand industriel, je ne ferais pas d'étalonnage. Je vous le dis, je n'en ferai pas. J'en ferai en achetant un instrument neuf pour m'assurer qu'il ne raconte pas n'importe quoi, et après, j'en ferai plus. Sauf quand j'aurai un doute. Voilà. Si j'ai un doute, je me dis, merde, ça vient peut-être de l'instrument de mesure, j'expertise, j'analyse, et si j'ai un doute, j'envoie à l'étalonnage. Voilà. Mais je ne vais pas gratuitement, comme ça, pour faire plaisir à un auditeur, envoyer tous mes instruments à l'étalonnage tous les ans. Ça sert à quoi? À part faire travailler les étalonneurs? À rien. Est-ce qu'un jour, un industriel a découvert un problème, c'est-à-dire un vrai problème qui s'est répercuté chez ses clients, pas des instruments non conformes, parce que les instruments non conformes à la norme, de toute façon on s'en fout, la norme n'est pas faite pour vous. Les micropipettes non conformes parce qu'elles ont 1,3% d'erreur, quand avec 15% ça marche, évidemment avec 1,3%, oh là là, c'est non conforme, mais en réalité on s'en fout. Ça n'a aucun problème. Donc qui a rencontré un jour un vrai problème à cause d'un instrument de mesure qui serait défaillant, et dont la défaillance aurait été détectée au cours d'un étalonnage périodique calendaire. Parce que si l'instrument de mesure est défaillant, il va transférer cette défaillance sur la production, et assez vite, on va s'en rendre compte. Moi, je dis bien, il est défaillant, il crée des problèmes, et on le découvre qu'au moment de l'étalonnage. Voilà. Et donc, au moment de l'étalonnage, oh là 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 là, misère, on fait revenir toutes les voitures du monde parce qu'il y a un problème. Ben, c'est jamais arrivé. Jamais.
Donc, ça ne sert à rien. Moi, je suis factuel, hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Pourtant, j'ai envie, mais c'est évident, ça n'est jamais arrivé. Alors, jamais mon epsilon. On va toujours me trouver un 4 derrière les fagots, machin truc. Mais quand on voit la quantité hallucinante d'étalonnage qu'on a fait depuis 30 ans, ben, je veux dire, il y a moins de risques que de prendre sa voiture pour aller au boulot le matin. Voilà. Donc, en partant de là, moi, j'analyse le risque, donc je dis, ben, j'arrête d'en faire. Parce que s'il n'y a pas de risque, j'en fais pas. Donc, je continue un tout petit peu. Pour financer, on est en 98, hein, toutes ces analyses, j'ai réfléchi aux périodicités. Bon, vous savez, un an, je le dis, ceux qui me connaissent m'ont entendu le dire 20 fois, un an, c'est le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil. Ça n'a rien à voir avec une périodicité pour un instrument de mesure. Vous imaginez bien, enfin moi je suis agnostique, mais si le bon Dieu existe, il avait bien autre chose à faire au moment du Big Bang pour faire en sorte qu'en 2021-25, après la naissance de son fils Jésus-Christ sur Terre, enfin peu importe quelle date de référence on prend, je ne vais pas faire je suis d'origine catholique, hein, donc je prends Jésus, mais il y a d'autres prophètes, pas de problème avec ça, moi je respecte tout ça, mais il aurait eu il avait autre chose à penser que de faire la bonne fréquence de rotation de la Terre autour du Soleil pour que ça tombe bien pour tout le monde. Enfin, comment, mais un enfant de 5 ans ne peut pas croire ça, quoi. Pourtant, tous les auditeurs, ils vous font chier avec ça. C'est débile. Enfin, faut s'ouvrir un peu la boîte crânienne. Il faut réfléchir autrement. Ça n'a absolument aucun sens. Si c'est de la légalité, ça marche. Si je dis légalement, après cette date, quoi qu'il en soit, vous êtes en délit avant cette date, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de problème. C'est pas la même chose. Là, je peux fixer une date arbitraire. C'est comme je fixe une vitesse sur les routes. C'est pareil. Je peux la fixer. C'est pas un problème. D'accord ? Par contre, en métrologie industrielle, ça n'a absolument aucun sens. Donc, les périodicités, ça a été mon sujet dans ces années-là, 92, 93, jusqu'à la création de Delta Mu. Je ne vous cache pas qu'à part le cas des calibres limites, parce que cette méthode est très robuste, sous réserve de bien la maîtriser et de ne pas faire n'importe quoi en interne, mais pour tout ce qui est instrument mesureur, je ne rêve plus. Je ne suis pas Dieu. Je ne vais pas deviner à quel moment l'instrument va être défaillant. Soit il est tombé, soit il y a un composant électronique qui pète, soit il a un problème de batterie pas assez chargé et il raconte n'importe quoi. Je ne peux pas deviner cette date. La seule solution pour garantir des mesures pertinentes, c'est d'avoir une technique de surveillance. Sur vos voitures, on vous dit de faire la révision tous les combien parce que le constructeur, lui, il sait. Donc ça, on sait qu'il y a tant de kilomètres, donc on sait qu'il faut faire une révision. C'est comme la date sur les yaourts, on la connaît parce qu'on a fait des études bactériologiques. Donc là, on le sait. Par contre, il y a quand même un petit voyant orange qui s'allume quand vous avez un souci. Donc le métrologue industriel, il doit créer les petits voyants orange. Voilà. Il ne faut pas qu'il compte sur le bon Dieu. Il y a je ne sais pas combien de milliards d'années pour avoir fait la bonne fréquence qui fait que ça tombe juste. Enfin, c'est juste hallucinant en 2025 d'en être encore à dire ça. C'est hallucinant. Ce n'est pas de votre faute. Ce que on vous a appris comme ça. En fait, les gens, ils répètent ce qui a toujours été fait. Rappelez-vous, avant Copernic et Galilée, tout le monde pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Voilà. Et quand eux ont dit ça, les grands savants ont dit « Ah, ben non, surtout pas. » Bon, enfin bref. Mais il faut du temps. Ce n'est pas de votre faute. Par contre, votre faute, ça serait de persévérer dans ces histoires-là. Parce que ça n'a aucun sens. Donc, vous, votre boulot, c'est de trouver des stratégies, des solutions. Et comme on va parler d'IA, évidemment, on a de la technologie aujourd'hui qui peut nous aider très probablement. C'est de trouver des solutions pour faire des petits voyants orange. Et quand le voyant orange s'allume, eh ben vous dites là, j'ai peut-être un problème. Et le métrologue doit analyser le problème, doit être en mesure d'analyser les choses pour ensuite dire, ouais, ça doit venir de mon instrument de mesure, je vais l'envoyer en laboratoire d'étonnage pour voir si c'est bien lui ou machin truc, ou peut-être je vais en acheter un autre, peu importe. C'est ça la gestion. Si c'est géré pour que des machins tous les ans, enfin, c'est débilissime, quoi. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai créé Delta Mu avec un logiciel qui s'appelle Optimu et qui faisait à l'époque tous ces calculs. En 98. Voilà. Donc on a commencé à vouloir vendre nos prestations intellectuelles. Il se trouve que le marché, même encore aujourd'hui, c'est dur de faire changer les pratiques. Donc le marché voulait plutôt un logiciel de gestion qu'un logiciel qui était de gestion avancée, on va dire, de smart métrologie. Enfin, le nom n'existait pas à l'époque, on ne l'avait pas encore en tête, mais enfin voilà. Donc aujourd'hui, pour tout vous dire, Optimu fait moins de choses de ce point de vue-là qu'en 98. Parce que le marché ne l'a toujours pas demandé. Alors, il calcule des périodicités, il fait des surveillances, il calcule aussi des incertitudes, mais
Imaginez bien que si le marché nous avait suivis, on ferait des choses bien, bien supérieures à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais comme toute entreprise privée, nous, on ne vit pas avec des subventions, on répond aux exigences de nos clients. Donc nos clients, ils veulent un truc comme ça, on leur fait un truc comme ça. Voilà. Mais ce n'était pas du tout l'idée de Delta Mu, mais pas du tout l'idée de Delta Mu. Initialement, ce n'était pas ça du tout. D'ailleurs, dans le prévisionnel de création de Delta Mu, alors j'ai reçu les comptes annuels de l'année dernière, dans le prévisionnel de Delta Mu, j'ai jamais vendu une licence de logiciel. Aujourd'hui, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on est bien content de l'avoir. Mais la réalité, c'est qu'on ne l'a pas fait pour ça. On ne l'a pas fait pour ça. Alors maintenant, pour répondre à ta question, quel est le problème, en fait? Quel est notre problème? Quel est le problème auquel nous sommes confrontés? Et ça va durer longtemps. Voilà. Stop si vous vous réveillez. Voilà. Mais vous n'avez plus le choix. Je vous expliquerai après pourquoi. Vous n'avez plus le choix de vous réveiller. Vous êtes obligé de vous réveiller. Voilà. Vous êtes obligé d'allouer vos ressources, qui ne sont sûrement pas pléthoriques, à faire des choses constructives et pas des choses à la con pour faire plaisir à un auditeur qui, en plus, ne peut pas vous imposer de faire un truc, vous le faire tous les ans, il ne peut pas vous l'imposer. La norme ne dit pas ça. La norme ne dit pas ça. La norme dit à intervalles spécifiés. Donc, des périodicités conditionnelles, c'est spécifié. C'est-à-dire, quand le voyant orange s'allume, alors, j'envoie à l'étalonnage. Voilà. Et ça, je réponds absolument à toutes les normes avec ça. Alors, il y a des normes d'essai qui imposent des trucs, bon, ça, d'accord, c'est marginal. Mais il n'y a pas beaucoup de normes qui imposent des périodicités. C'est à vous de sortir de ce carcan. Et évidemment, il va falloir se battre contre l'auditeur qui, lui, croit tout savoir parce qu'il n'est pas métrologue et que depuis 30 ans, il a toujours vu des petites étiquettes avec 1 an, 2 ans. Ah, il y en a, ils mettent 2 ans. Je me rappelle, j'avais fait une étude de périodicité dans une boîte à Clermont, là, je ne citerai pas le nom, sur des calibres à limite. Sur des calibres à limite. Une entreprise de la maintenance aéronautique. Bon, c'est l'AGA, je peux les citer. Et en périodicité, en demi-vie, j'arrivais à 35 ans de périodicité. En demi-vie, 35 ans. 35 ans. Et là, mon interlocuteur, il fait, mais c'est pas possible, comment vous dites? Machin, je dis, mais ils sont là depuis quand, vos calibres à limite, là? Le gars me répond, depuis la guerre. Ils étaient encore neufs. Ils étaient là depuis les années 50. On était en 2010. Ça faisait 60 ans. Ils étaient toujours neufs. Ben, 37 ans, c'était pas débile. Enfin, c'était juste qu'on l'avait constaté dans les faits. Voilà. Enfin, c'est à vous de sortir de ce carcan. Et c'est vous qui le ferez. La génération d'avant vous, la génération de Laurent, je sais qu'il a travaillé là-dessus, puisque je connais bien Stellantis et je connais bien Dobenfeld et avant lui et tout ça. C'est des gens qui ont essayé de faire dans leur univers à eux, forcément. Ils ont essayé de faire des choses. Ils ont réussi sûrement, en partie, pas tout le temps, très probablement. Mais Stellantis, c'est pas l'entreprise, c'est pas l'industrie mondiale. Des entreprises, il y en a des dizaines de milliers. Donc, la culture globale, elle va passer par vous. Enfin, on n'a pas réussi à le faire avant. Voilà. Et je vous dis, vous n'aurez pas le choix. Alors, quel est notre problème? Moi, je suis passionné de métrologie. Alors, passionné d'étalonnage aussi. Là, on pourrait parler de modélisation et tout ce qui s'ensuit. Mais je suis passionné de métrologie. La métrologie, c'est la science des mesures. C'est l'art du doute. C'est l'art des incertitudes de mesure. Mais je suis un autodidacte. Moi, quand j'ai commencé à calculer des incertitudes, c'était pour faire plaisir au BNM. Et j'y comprenais rien. Quand le GUM est sorti en 1995 et qu'on l'a lu en anglais, alors moi, je ne pique pas un mot d'anglais, mais c'était Star Trek. Hein. Vous ne comprenez pas ce que ça voulait dire, tout ce bordel. Voilà. Mais il a fallu s'y faire. Il a fallu apprendre. Et après, il a fallu comprendre. Comprendre, ça n'a rien à voir. Moi, je peux apprendre que quand c'est une loi uniforme, je dois diviser la bande par racine de 3. Ça, je peux l'apprendre. Voilà, il suffit d'apprendre. Je bachote, j'apprends. Au bout d'un moment, je finis par savoir que uniforme racine de 3, uniforme racine de 3. D'ailleurs, maintenant, si vous avez vu, c'est tout uniforme racine de 3. Donc là, ça prouve que personne ne comprend rien. Personne ne comprend rien. Voilà, ils ont appris que c'était divisé par racine de 3. Ils n'ont pas compris pourquoi. Ils n'ont pas compris ce qu'était une uniforme, ils n'ont pas compris ce qu'était une loi de probabilité, ils n'ont pas compris ce qu'était un écart type, ils n'ont pas compris ce qu'était une variance, ils n'ont pas compris tout ça, et donc ils ont appris à diviser par racine de 3. Moi, j'ai compris. Alors attention, je n'ai pas de mérite. J'ai mis 20 ans. Je pense jour et nuit. Enfin, c'est un truc qui m'occupe le cerveau en permanence. Donc j'ai appris ce qu'était l'outil statistique et en quoi il était pertinent dans le domaine de la métrologie et comment il fallait l'utiliser dans le domaine de la métrologie.
Et ça, Joseph, dans les questions, il y a les conseils pour les jeunes générations. Mon conseil, mais sans ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est comprendre les statistiques. Voilà. Comprendre les statistiques. Voilà. Et ça ne sert pas qu'à la métrologie, parce que les statistiques sont partout. Pour des gens qui vont aller dans la qualité, dans la MSP, dans la gestion de procédés de production, n'importe quoi, ils ont besoin de statistiques. Vous allez être confronté à l'IA, vous aurez besoin de statistiques. Il faut comprendre les statistiques. J'ai dit comprendre, je n'ai pas dit apprendre. J'ai dit comprendre. Il faut les ingérer, il faut les digérer, il faut que ça devienne vous. Voilà, c'est un mode de pensée. On pense le monde avec les statistiques. C'est mon conseil. Il n'engage que moi, ma carrière est finie. Mais pour la vôtre, il ne faut pas croire ce que je dis, mais enfin, faites ce que vous voulez, faites-vous votre idée. Mais s'il y a un conseil à donner, c'est celui-là. Donc moi, j'ai fini par comprendre les statistiques, comprendre que les mesures ne pouvaient pas être justes, observer qu'il y avait toujours des incertitudes de mesure. Alors, la meilleure des observations, c'est faire mesurer un truc par plusieurs personnes avec plusieurs instruments. C'est ce que je fais dans mes stages de formation, enfin ce que je faisais. Et là, je disais aux gars, attention, vous mesurez bien, je veux le diamètre du tampon. Hein. Je veux mesurer qu'un tampon est talon, hein, qu'un pied coulisse ou un micromètre. Hein. Les gars me regardaient toujours avec des gros yeux. Bah oui. Oh là, j'ai un beau héron dans mon jardin. Oui. Alors, je disais, oui, vous mesurez juste. Hein. Ah bah évidemment, je mesure juste. Bon. Ben, quand je mesure le même tampon avec 10 instruments différents et avec 10 opérateurs différents, j'obtiens 100 résultats différents. Voilà. Donc, quand je mesure le tampon avec un instrument et un opérateur, j'ai une valeur. Tout va bien. Les gens, ils ne doutent pas, ils écrivent, c'est bon, c'est la vérité absolue. Je vais vous expliquer pourquoi ils pensent ça. Par contre, si je prends le temps de mesurer avec un autre instrument, avec la même personne, ils constatent qu'ils n'ont pas la même valeur. Alors, moi, j'ai fait ça, amusez-vous à le faire, vous aussi. J'ai fait ça plein de fois. Quand vous dites aux gens, ah, alors, vous voyez bien, on ne trouve pas toujours la même chose, puisque là, c'est le même tampon, il y a des instruments différents, vous ne trouvez pas pareil. Ah ouais. Ils réfléchissent, ils disent, ah oui, mais c'est parce que ce n'était pas le même instrument. Ah ben oui, ça, c'est pas sûr, hein, parce qu'il y a de la répétabilité. Hein. Ça se trouve, avec le même instrument, le coup d'après, ils auraient aussi trouvé une autre valeur. Enfin, même très probablement, ça dépend des instruments. Mais les gens, ils me disent, ah ben oui, mais c'est pas le même instrument. Je dis, ouais, c'est vrai. D'accord, mais alors du coup, c'est laquelle la bonne valeur? C'est laquelle? C'est j'en ai 10 là. C'est laquelle la bonne? Non, c'est pas répondre. J'ai 10 valeurs. Je ne sais pas quelle est la bonne. Ça, c'est le quotidien. C'est toutes les mesures sont comme ça. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Laurent, là, pourrait prendre le micro, très probablement, et confirmer que c'est Stellantis dans les usines, les gars qui utilisent des pieds à coulisses, des micromètres, voire même des machines 3D, eux, ils ont mesuré ça, c'est bon. Comment ça se fait? C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est essentiel. Pourquoi on a cette relation à la mesure? Pourquoi on croit l'instrument de mesure? C'est puissant ce que je vais vous dire. Hein. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux prendre. Laurent, est-ce que tu as connu Alain Chaillet chez PSA? Non, je ne l'ai pas connu. Non, je suis arrivé juste après. Ouais, un jour, il me racontait dans son bureau là-bas, Sochaux, là, il avait un pied à coulisses, une cale de 10,5 et une cale de 10 sur son bureau. Son pied à coulisses, il délirait. Voilà, il avait trouvé ça. Moi aussi, j'en ai un dans mon. Enfin, c'est pas un pied à coulisses, c'est un micromètre qui raconte n'importe quoi, mais n'importe quoi. J'ai un micromètre, quand la pile commence à faiblir, entre 0 et 3 mm, il est nickel. Entre 3 et 5, il peut se tromper de 3 mm. C'est-à-dire à 4, il peut m'écrire 7. Donc, ça ne fait pas blêmir. Et après, ça revient. C'est un truc de dingue. Alors ça, il faut avoir vu des milliers et des milliers et des milliers d'instruments de mesure pour tomber sur un comme ça. Donc mon copain Alain a été tombé sur un pied à coulisses qui à 10 disait 10, mais à 10,5, il disait 10 aussi. Voilà. Donc de 10 jusqu'à 10,5, il donnait des mesures, mais à 10,5, il repartait à 10. Donc il avait une cale de 10 et une cale de 10,5. Je ne l'ai pas vu, il l'a raconté en commission de normalisation. Moi, je ne me rappelle plus, mais peu importe. Et il disait, quand il avait un métrologue qui venait ou des gens qui parlaient de métrologie, il disait, tiens, allez, mesure la cale de 10 avec le pied à coulisses, là, donc la personne prenait la cale, 10. Très bien, 10. Prends l'autre cale maintenant, mesure là, donc la cale de 10,5. Il a mesuré la cale de 10,5 et la personne, et le pied à coulisses donnait 10. Et là, systématiquement, il me disait, mon interlocuteur disait, ah, ils ont gravé n'importe quoi sur la cale. C'est énorme. Vous voyez la puissance inconsciente
du résultat de mesure indiqué par l'instrument. C'est pas la cale, c'est pas le pied à coulisse qui dit n'importe quoi, c'est la cale. Non mais quand on sait ce que c'est qu'une cale étalon et un pied à coulisse, il n'y a pas d'embrouille. Enfin, on sait bien d'où vient le problème. Ou alors, voilà. En tout cas, on peut soupçonner que c'est plutôt le pied à coulisse que la cale. Les gens qui fabriquent des cales de 10,5, ils ont plutôt intérêt à les faire à 10,5, c'est leur métier. Ils ne peuvent pas se tromper de 0,5 mm. Le pied à coulisse, lui, oui, il peut. Il peut. Pourtant, les gens, ils croient à ce qui est écrit sur le pied à coulisse. Voilà. Et quand je dis les gens, je vais préciser. Tous les gens. Tous les gens. Voilà, Jean, c'est pas pour Jean-Michel, hein, c'est les Robert, les Georges, les Mohamed et tout ça. Non, les gens avec un G, G-E-N-S, d'accord? Tous les gens croient ça. Et ça, c'est passionnant. Comment ça se fait? Pourquoi c'est comme ça? C'est pour moi une question existentielle. Comment ça se fait? Moi, je viens de mon labo, j'ai fait une conférence au Congrès international de métrologie. J'arrivais dans les slides sur PowerPoint, j'arrivais sur une soucoupe volante. Mais moi, je suis dans un laboratoire d'étalonnage, on parle d'incertitude toute la journée. Quand je vais voir des clients, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils s'en foutent. Comment c'est possible? Voilà. Il y a un truc, quoi. Il y a un paradoxe. Comment c'est possible? Mais vous le savez bien en tant que métrologue. Les gens, ils ne veulent pas entendre parler d'incertitude de mesure. C'est quoi ton truc? Je ne te paye pas pour qu'il y ait des erreurs. Je te paye pour que quand je mets conforme sur un instrument de mesure, les gens considèrent que l'instrument, ben oui, il est conforme, donc il mesure juste. Enfin, c'est inconscient. Pourquoi c'est comme ça? Je vais vous l'expliquer. Enfin, c'est mon explication. Je ne dis pas que c'est l'explication. Mais en tout cas, celle-là, elle me convainc. Et en fait, j'ai compris ça. C'était dans le Congrès international de métrologie en 2001 à Saint-Louis. Il y a une table ronde sur la formation en métrologie. Une table ronde, elle est pas ronde en fait, c'est un pupitre, il y a des gugus qui parlent, c'est toujours les mêmes. Ils disent toujours les mêmes choses d'ailleurs depuis 20 ans, c'est toujours la même charabia. On n'a pas avancé, pas d'un iota, pas d'un iota. On n'a pas avancé d'un iota, mais ils continuent de bavasser. Là, enfin bon bref, je ne vais pas citer de nom non plus. Et dans la salle, il y avait quelqu'un par contre de très intelligent. Un personnage qui s'appelait Pierre Giacomo, qui est décédé maintenant, qui a été directeur du BIPM. À l'époque, il était déjà très vieux. Il était directeur honoraire donc du Bureau international des poids et mesures. Et sur une séquence, il blablatait de je ne sais pas quoi. Lui, il a levé la main. On lui a donné la parole, bien sûr. On l'aurait donné à quelqu'un d'autre. Mais bon, Pierre Giacomo, quand même, c'est pas rien. Il lève la main, on lui donne la parole. Et là, il a dit la phrase suivante. Enfin, il a dit plein de choses. Et il a dit la phrase suivante. Le problème, c'est que nos enfants apprennent la mesure dans la cour de l'école comme ils apprennent la vis et l'écrou. Alors ça ne parle pas directement. Hein. Je vais vous expliquer, ça ne parle pas directement. Moi, ça fait tilt tout de suite. Tout de suite compris. Et j'ai fait, ah oui, c'est ça le problème. En 2003, donc le congrès d'après, j'ai présenté une conférence, donc vous pouvez la retrouver sûrement quelque part ou sur mon SlideShare, je crois qu'elle y est. J'ai fait une conférence sur cette phrase. Et Pierre Giacomo était encore vivant, il était là au congrès. Et je lui ai demandé, monsieur Giacomo, est-ce que vous vous souvenez d'avoir dit cette phrase? Il m'a dit non, mais en effet, ça peut être de moi. Donc c'était improvisé. C'est ça qui est encore le plus fort, quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est passionnant. Il faut juste expliquer pourquoi aujourd'hui, on est dans cet état d'esprit. Ça relève, cocorico, je ne suis pas fier de tout ce qu'on fait, loin s'en faut en France, mais au moins ça, on l'a fait. En 1789, dans les cahiers de doléances, à l'époque, Louis XVI ne les avait pas perdus dans les caves, hein, puisqu'ils ont été écoutés. Macron, lui, les a perdus, on ne sait plus où les a mis. Mais bon, les cahiers de doléances. Et dans ces cahiers de doléances, le peuple de France voulait un roi. On lui a coupé la tête pas longtemps après, donc ça fait longtemps qu'on est versatile. Une loi, là on est servi, on n'a que de ça, donc au moins là on n'est pas machin. Mais ce qui m'intéresse le plus, un poids et une mesure. Les Français voulaient un poids et une mesure. À tel point que c'est resté maintenant dans le langage. Maintenant on dit, ah ben là il y a 2 poids, 2 mesures au sens figuré, c'est-à-dire on n'est pas traité de la même façon. Mais à l'époque, c'était un poids et une mesure pour de vrai, physique, sens premier du terme. Et pourquoi les Français voulaient un poids et une mesure? Sûrement pas pour fabriquer des voitures ou des médicaments. En 1789, on n'était pas encore dans l'ère industrielle, loin s'en faut. Ils voulaient un poids et une mesure dans le cadre des échanges commerciaux.
Parce que quand ils achetaient quelque chose, ils avaient toujours peur de se faire voler. À l'époque, il n'y avait pas d'unité de mesure. Chaque métier, chaque ville, parfois même chaque quartier avait ses instruments de mesure, enfin, ses unités de mesure. Ce qui fait que quand vous achetiez un truc, vous n'étiez jamais sûr d'en avoir pour votre argent. Il y avait un doute. Et ça, c'est insupportable. Imaginez quand vous achetez un truc, si vous doutez à chaque fois que vous achetez une quantité, vous allez mourir. Vous devenez complètement paranoïaque. Donc, les Français de l'époque voulaient un point et une mesure. L'État les a écoutés. L'Assemblée constituante, c'est-à-dire celle qui est née après la Révolution française, celle qui a écrit les droits de l'homme et du citoyen. Elle a aussi inventé et posé les bases du système international d'unité. Dans les textes, il est écrit que d'inventer des unités, un système d'unité international, pas franco-français ou pas parisien ou pas un petit quartier de Paris, international. C'était ça l'enjeu. Serait l'un des plus beaux monuments de la Révolution française et assurerait la régénération du peuple de France. Je ne sais pas si vous voyez la puissance de cette phrase. Voilà, c'est écrit dans les textes. À l'époque, les enjeux étaient tellement importants qu'on a écrit ça. Enfin, c'est juste dingue. Donc, on a créé un système d'unité, j'y reviens pas. Vous le connaissez, le BIPM, la traçabilité, machin, le ci, le là, le truc, le bazar et son train. Les unités qui évoluent dans le temps, machin, donc peu importe. Et surtout, après, on a créé la métrologie légale. Parce que l'objectif pour les Français, c'était de ne plus douter des mesures. Ils voulaient que quand ils achetaient 1 kilo, ce soit 1 kilo. Voilà. Et la métrologie légale, je le redis, ne garantit pas la justesse, elle garantit la loyauté. Donc, comme elle garantit la loyauté, à un moment, alors il a fallu du temps. C'était il y a 230 ans. Il a fallu du temps. Mais on a fini par avoir confiance dans les mesures qu'on vit dans les échanges commerciaux. Plus personne ne doute, à part pour les excès de vitesse, mais plus personne ne doute de ce qu'indique la balance quand vous pesez des bananes ou des tomates. C'est bon, on prend ça pour argent comptant, voilà, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Et heureusement, et tant mieux. C'est l'État qui garantit que la valeur indiquée sur la balance est pas trop loin de la valeur vraie. Et que ce pas trop loin peut être pour vous ou pour le commerçant. Voilà. Il y a égalité et loyauté. Okay. Quand Giacomo dit « le problème, c'est que les enfants apprennent la mesure dans la cour de l'école comme ils apprennent la vis et l'écrou ». Pour ceux qui font du dimensionnel, une vis et un écrou, vous savez ce que c'est. Tout le monde sait ce que c'est. D'un point de vue pratique, on sait ce que c'est qu'une vis et un écrou. D'un point de vue technologique, pour que ça marche, une vis et un écrou, donc pour que les codes fonctionnels, à savoir le diamètre sur flanc, soient compatibles entre la vis et l'écrou, il faut résoudre un système de 5 équations à 5 inconnus non linéaires. En gros, il faut des algorithmes pour traiter le problème. C'est-à-dire que ceux qui peuvent comprendre l'algorithme, en France, il y en a 10 et encore. Il y en a un, c'est sûr, celui qui l'a écrit, Thierry Korovitz. Peut-être 2 ou 3 qu'on suivi, et les autres, ils appliquent. Voilà. C'est tellement compliqué, la technologie de la vis, c'est tellement compliqué que personne, en gros, on peut dire personne ne la connaît. Mais ça marche. Et tous les enfants à 5 ans savent ce que c'est qu'une vis et un écrou. Ils ne le savent pas par la technologie, ils ne savent pas résoudre le système d'équations à 5 inconnus non linéaires, ils le connaissent par sa fonction. Ils savent à quoi ça sert. Et bien, depuis que vous êtes né, vous entendez des résultats de mesure tous les jours, dans le cadre de votre quotidien, dans le cadre des échanges commerciaux. Et tous les jours, on vous donne une mesure qui est la valeur qui est affichée par l'instrument. Votre cerveau a inconsciemment capté l'idée que cette mesure, parce qu'on ne vous l'a jamais dit, c'était la vérité. On ne vous a jamais dit que c'était la vérité. On ne vous a jamais, quand vous étiez jeune, expliqué les problématiques de la mesure, expliqué que c'était compliqué de faire une mesure, donc cette comparaison à un étalon, que l'étalon lui-même n'est pas juste. Alors, comment je vais mesurer juste alors que l'étalon n'est pas juste? La définition, elle est juste. Le mètre est égal à la distance parcourue dans le vide en 1 300 millionième de seconde. Très bien, ça c'est juste. Très bien. Mais pour aller mesurer ça, il y aura toujours une incertitude. Donc le mètre, personne ne sait combien ça vaut exactement sur la planète. Donc quand je mesure en mètres, je ne peux pas savoir combien ça vaut exactement. C'est vrai pour les mètres, pour les secondes, pour les ampères, pour tout ce que vous voulez. Toutes les unités, toutes les mesures sont susceptibles de connaître une erreur, enfin de subir une erreur. Toutes. Mais dans la métrologie légale, on s'en fout. Parce que qu'il y ait 1 gramme de plus ou 1 gramme de moins de tomates dans le sac, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous n'allez pas tomber malade à cause de ça. Vous n'allez pas mourir. Par contre,
qu'il y ait 1 micron de plus ou 1 micron de moins sur une pièce cruciale d'un moteur d'avion, ça peut remettre en cause le fait que vous atterrissiez un jour. Alors, vous allez retomber. Hein. Ça, c'est Newton. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est soit sur la piste en douceur et tout le monde applaudit, tout se passe bien, soit c'est craché au milieu de l'océan et on vous cherche encore. D'accord? Donc, vous voyez que les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais depuis qu'on est tout petit, les seuls enjeux qu'on a connus des mesures, c'est les mesures du quotidien, celles qui font qu'on paye ses factures, celles qui font qu'on achète des produits. Et du coup, on se contente dans le quotidien de nos vies de la valeur indiquée par l'instrument de mesure. Mais dans les enjeux industriels, cette valeur ne peut pas suffire, puisque cette valeur n'est pas l'exacte réalité de l'entité qu'on est en train de quantifier. Or, pour que ce bouchon fonctionne, d'accord, c'est pas la valeur mesurée qui compte, c'est sa réalité. C'est sa réalité qu'assure la fonction. C'est la réalité du bouchon qui assure la fonction. C'est pas sa valeur mesurée. Sa valeur mesurée, on s'en cogne. J'ai pas besoin de le mesurer. Je sais pas combien il fait, moi, le bouchon. Par contre, il fonctionne. Sa valeur mesurée, je m'en moque. Alors, au moment de la fabrication, j'en ai sûrement besoin. Mais aujourd'hui, c'est pas ça mon problème. Moi, industriel, ce que je veux, c'est que le bouchon fonctionne. Et d'ailleurs, c'est aussi que l'avion atterrisse. Voilà. Et d'ailleurs, je suis prêt à payer beaucoup plus cher pour être sûr que l'avion atterrisse, quand je suis dedans notamment, que pour être sûr et certain que le bouchon fonctionne. Parce que si le bouchon ne fonctionne pas, je le jette, j'en prends un autre et il y a des chances qu'il fonctionne. Par contre, si l'avion tombe, là, j'en prends un autre, je ne sais pas. Je suis au milieu de l'océan, c'est fini. D'accord? On ne parle plus du tout de la même chose. Donc, je résume. 1. Dans la tête de tous les gens qui vous entourent, même moi, le matin, quand je me lève, je ne crois pas aux erreurs de mesure. Bon, si moi, je n'y crois pas, je peux vous dire, il n'y a pas grand monde qui y croit. On fait des calculs. Ça, pour faire des calculs, les gens ils sont très forts pour faire des calculs. Moi, des calculs, je peux en faire tous les jours. Ça, c'est pas un problème. Par contre, quelle réalité physique ça représente, alors là, ça, c'est un autre problème. Je peux vous dire. Pour avoir assez de discussions, même avec des métrologues de haut niveau, on comprend vite quand même que des fois, il y a un peu de lacune. Voilà. Mais c'est normal, puisque dans notre univers, on croit depuis tout petit, et c'est gravé inconsciemment dans nos cerveaux, que la mesure est juste. Voilà. Et donc, quand un laboratoire dit qu'un appareil est conforme, systématiquement, alors le métrologue peut-être pas, mais tous les gens dans l'entreprise pensent que les mesures sont justes. On a dire conforme d'un instrument de mesure, ça veut dire que les mesures sont justes. Dans leur tête, on peut dire ah oui, ça peut dériver. Ah oui, ça peut dériver. Ah non, il est conforme, ben c'est bon. Dire conforme, même si ça n'a rien à voir avec ça, conforme, c'est conforme à des trucs qui sont écrits dans la norme par les gens qui l'ont écrit, mais dans la tête, dans l'inconscient des gens, ça veut dire qu'ils peuvent continuer à mesurer juste. C'est notre vrai problème. Alors maintenant, comment ça se fait qu'alors que c'est faux, c'est rigoureusement faux, les mesures ne peuvent pas être justes, il suffit de faire plein de mesures d'une même entité pour se rendre compte que les mesures ne sont pas justes. Comment ça se fait, et là je viens au cœur du problème et à votre avenir, comment ça se fait que ça marche quand même? C'est-à-dire, on croit que les mesures sont justes, c'est pas vrai, mais on fabrique des bagnoles, des vaccins, des bouchons de stylo, des ordinateurs, des téléphones portables, tout ce que vous voulez, des mixeurs, des machines à laver, voilà. Et tout ça en croyant que les mesures sont justes. C'est dingo quand même. Comment ça se fait? On est obligé de faire des mesures dans l'industrie. Une petite digression. Quand j'ai écrit mon livre sur la smart métrologie avec Laurent Leblond, mon ami de Stellantis, statisticien et très pointu, on a écrit le livre ensemble et en préface, on a demandé à un personnage qui s'appelle Didier Nordon d'écrire la préface du livre. Didier Nordon, c'est un grand scientifique, c'était un grand matheux. Alors, il regrette d'avoir fait des maths, je le connais bien, c'est un copain. Il m'a dit, j'aurais préféré faire du littéraire, mais il a fait des maths. Il a fait des maths parce que c'est comme ça. C'est un très haut niveau, très très haut niveau, un très grand penseur. Enfin, un mec exceptionnel, je ne peux pas vous raconter tout, mais enfin, un mec exceptionnel. Voilà. Donc, un matheux, c'est un mec de l'abstrait, un mec qui. Voilà. Et quand on a fait une manifestation pour la sortie du livre, on l'a fait venir, et vous pouvez trouver ça sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Deltamu. Vous cherchez Deltamu Didier Nordon, vous verrez le personnage, c'est professeur, je retrouve tout, quoi. Enfin, c'est un mec adorable. J'ai passé de très bons moments avec lui. Et dans son intervention, il a dit la chose suivante. Je n'ai jamais compris pourquoi, sous le mot mathématique,
on a mis des choses aussi différentes que l'algèbre, qui est la science des nombres, et la géométrie, qui est la science des formes. Les nombres n'ont rien à voir avec les formes. Je peux manipuler des nombres tant que je veux, et je peux manipuler des formes sans avoir de nombres. Quand je mets des pièces dans un pulse, je n'ai pas de nombres. J'ai des pièces dans un pulse, j'ai des formes. Et les nombres, je peux m'amuser avec des nombres, et j'ai rien d'autre que des nombres. Donc lui, il dit, mais comment on a pu appeler une discipline mathématique qui couvre, qui chapeaute deux champs qui sont aussi différents, la science des nombres et la science des formes. Et il a dit, c'est grâce à vous que j'ai compris, parce que c'est vous les métrologues qui faites la relation entre les formes et les nombres. Quand on fait une mesure, on donne un chiffre, on donne un nombre à une forme. Quand je dis forme, c'est au sens large. Et la métrologie, c'est la science qui permet de comprendre le monde. Alors, pas toute seule, parce que la métrologie, elle va donner un nombre à une forme, et ensuite, avec ce nombre, on va pouvoir comprendre les lois physiques, au sens large du terme. Et c'est grâce à ces lois qu'on va pouvoir fabriquer des bagnoles. Maintenant, je commence mes conférences en montrant, quand je parle de ça, là, j'aurais pu vous le faire aussi. J'ai un slide, je mets un éclair dans le ciel. Je crois que je te l'ai dit, Josette, je mets un éclair dans le ciel, je mets les pommes de Newton, là, et je mets un arc-en-ciel. Voilà. Et je mets une tête d'Homo sapiens. Et je mets une tête de Josette. Et je dis, l'Homo sapiens comme Josette, ils ont vu ça. Depuis que l'homme est homme, on voit ça. Quelle est la différence entre l'Homo sapiens et Josette? En voyant ça, c'est que Josette, elle sait pourquoi les pommes tombent de l'arbre, elle sait pourquoi il y a des éclairs dans le ciel, et elle sait pourquoi il y a un arc-en-ciel. Et elle sait pourquoi? Parce qu'on a fait des mesures. Sans mesure, on ne saurait pas. On serait encore à l'époque d'Homo sapiens. Donc la métrologie est essentielle à toutes les fonctions de la vie, parce que c'est elle qui met des nombres qui permettent de comprendre sur des choses. Alors, ça faisait partie des questions que tu posais, je crois, Rosette. Sans métrologie, il n'y a rien. La métrologie, ce n'est pas le petit truc dans un petit bureau qui colle des étiquettes sur les instruments. Ce n'est pas ça. La métrologie, c'est la capacité de mettre des nombres sur les choses et que ces nombres aient quelque chose à voir avec les choses. Si je mesure comme un goré le diamètre de mon bouchon de stylo, je vais raconter n'importe quoi et mon bouchon de stylo ne fonctionnera pas. La forme bouchon de stylo ne sera pas compatible avec la forme stylo. Ça, c'est le monde physique, le monde du réel, le monde des formes. Et le métrologue, il va, parce que ça, c'est fabriqué je ne sais pas où, et ça, c'est fabriqué ailleurs, le métrologue, il va transformer cette chose en nombres, et ces nombres doivent être compatibles avec les nombres de ce stylo pour que ça fonctionne. On ne connaît pas le monde, on ne connaît rien du monde sans mesure. Voilà, c'est simple. Et c'est là que ça se complique, toutes les mesures sont fausses. C'est-à-dire que l'image qu'on a des choses est fausse. Alors, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas trop faux quand même. Hein. C'est bien le but du métrologue, de s'assurer que l'information qu'il va obtenir sur la chose a quelque chose à voir avec la réalité de la chose. Alors pourquoi, jusqu'à aujourd'hui encore, on n'a pas besoin de faire ça? Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on se limite à la valeur affichée par l'instrument de mesure pour quantifier la chose? Pourquoi ça marche? Le pourquoi on se limite à ça, je vous l'ai expliqué. Parce que depuis qu'on est tout petit, on croit que cette valeur, c'est bien la valeur de la chose. Voilà. Nous, métrologues, on sait bien que ce n'est pas la valeur de la chose. Pourtant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la valeur de la chose, c'est la fonction de la chose. Hein? Et on est bien obligé de constater que ça marche. On est bien obligé de constater que ça marche. Comment ça se fait que ça marche? Alors que nous, métrologues, on sait qu'on ne connaît pas vraiment la valeur de cette chose et la valeur de cette chose. Comment, quand je les mets ensemble, ça marche? C'est de la magie.
Ben non, c'est pas de la magie. C'est que pour que ça fonctionne, il y a quand même des conditions. Il y a ce qu'on appelle désormais chez Delta Mu, on en parlera plus tard, pas dans cette conférence, un espace de bon fonctionnement. C'est-à-dire, il y a un ensemble de valeurs possibles de cette chose et un ensemble de valeurs possibles de cette chose qui font que elles fonctionnent ensemble. Voilà. Il n'y a pas qu'une valeur possible et une valeur possible pour que ça marche. Il y a un ensemble de valeurs possibles et un ensemble de valeurs possibles pour que ça fonctionne. Voilà. C'est ce qu'on appellera un espace de bon fonctionnement. Voilà. Donc, il y a un espace de bon fonctionnement. Et bien aujourd'hui, ça marche parce qu'on a réduit, dans les exigences qu'on a, cet espace de bon fonctionnement. C'est-à-dire que ça pourrait marcher avec un espace de bon fonctionnement comme ça, et aujourd'hui, on exige ça. Donc évidemment, si j'exige ça, même si je ne mesure pas très bien, ben, ça marche quand même parce que la réalité, c'est que ça pourrait marcher comme ça. Alors très concrètement, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dans notre tête d'industriels qui sommes encore des industriels du XXe siècle, voire du XIXe. Donc j'appelle ça à l'époque de la table à dessin. À l'époque de la table à dessin, j'écoutais un truc ce matin, je vous rappelle, le smartphone, le premier smartphone date de 2007. Le premier PC qu'on commercialisait dans des magasins doit dater des années 92-93. Avant, on faisait tout à la mano. Voilà. Donc, pour essayer de comprendre comment je peux fabriquer ce bouchon et ce stylo pour qu'ils aillent ensemble, ben, à l'époque de la table à dessin, je n'avais pas d'autre solution que de dire il faut de toute façon, pour que ça fonctionne, que le bouchon soit plus petit que le stylo. Plus grand que le stylo, pardon. C'est comme la vis doit être plus petite que l'écrou. Ça, on comprend bien ça, sinon ça ne rentre pas. Bon. Alors, très bien. Plus petit. Mais on comprend bien que si le bouchon est vraiment trop gros, il ne va plus clipser, quoi. Donc, il y a une limite max. Il y a une limite min. Et pareil pour le stylo, il y a une limite max et une limite min, sinon ça ne marche pas. Donc, on est ici dans une stratégie dite du pire des cas. C'est-à-dire, on va donner une tolérance pour le bouchon et une tolérance pour le stylo qui sont compatibles entre elles et qui font que si le bouchon est dans l'intervalle de tolérance et le stylo est dans l'intervalle de tolérance, alors les deux fonctionnent ensemble. Suivez? Est-ce que c'est mon besoin? Parce que ça revient à dire, je veux que tous les bouchons soient conformes avec tous les stylos. Est-ce que c'est mon besoin? Non, je n'ai pas besoin que tous les bouchons soient conformes avec tous les stylos. Moi, ce que je veux, c'est quand je vais prendre un bouchon au hasard dans le tas de bouchons et un stylo au hasard dans le tas de stylos, je veux qu'ils aillent ensemble. Ce n'est pas du tout la même équation. Ce n'est pas du tout la même équation. Sauf que sur une table à dessin, il n'y a pas d'équation. Sur une table à dessin, il faut écrire, et là, je pense dans ma tête, de cartésien, d'accord? C'est les fameuses chaînes de cotes. J'ai 4 boîtes à faire rentrer dans une boîte. Alors, une voiture, c'est une grande boîte où il y a plein de boîtes dedans. Hein. J'ai 4 boîtes à faire rentrer dans une boîte. Ben, je sais bien que je suis la grande boîte, je ne peux pas la fabriquer parfaitement, elle aura une tolérance. Et ben donc, il va falloir que cette tolérance que je vais donner, je la répartisse en une petite boîte pour qu'elle rentre dans la boîte. Mais ça veut dire que toutes les boîtes que je vais fabriquer vont se mélanger ensemble et peuvent rentrer dans la même boîte. Sauf que dans une boîte donnée, pour un stylo donné, j'aurai un bouchon. Je n'aurai pas tous les bouchons. Je vais en prendre un au hasard. Un stylo au hasard avec un bouchon au hasard, ils doivent marcher ensemble. Le hasard est décrit par la science statistique. En fait, ce que je veux, c'est pas que tous les bouchons aillent avec tous les stylos, c'est que mon bouchon que je prends au hasard, c'est des stats, avec un stylo que je prends au hasard, c'est des stats. Ils aillent ensemble, c'est des stats. Et bien sûr, j'accepte l'idée que des fois, ça ne marche pas. Ce qu'on appelle le risque. Et le risque, c'est évidemment en fonction du coût. Parce que si je veux un risque zéro sur le fonctionnement du bouchon et du stylo, mon bouchon et mon stylo, ils vont me coûter des milliards. Le risque zéro n'existe pas. Donc, à toute décision est entachée d'un risque, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Toute décision est entachée d'un risque. Et il faut bien que je puisse prendre des risques, sinon je ne peux pas payer. Voilà. Dans le livre, vous pouvez aussi le trouver sur le blog smartmethodology.com, un jour j'ai écrit l'équation du juste nécessaire. Vous pourrez aller regarder et vous verrez ce qu'il en est. Mais ce qui compte, c'est le risque, en fait. Le risque que ça ne fonctionne pas. Quel est le risque que je suis prêt à prendre? Alors, je vous signale quand même que tous les jours, quand vous voulez, vous prenez un risque.
d'accord, en vous déplaçant, parce que vous pouvez vous faire shooter par une bagnole, ou vous faire, voilà, il peut arriver, vous tomber un truc sur la tête. Donc le risque, on est environné de risques. La vie n'est que faite de risques. Le tout est de savoir s'ils sont probables ou pas probables. Voilà. Donc je pense que la métrologie évoluera quand on acceptera l'idée qu'on doit piloter nos décisions par les risques. Alors attention, les risques, c'est pas si simple que ça à calculer. Voilà. Et surtout pas en métrologie. Et donc, je vous invite, là encore, quand vous aurez bien compris digérer la science statistique, bien compris digérer en quoi elle impacte notre métier de métrologue, je vous invite à lire le guide 98-4 qui, lui, va vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un risque. Voilà. Et vous allez même comprendre qu'il y en a plus. Il y a plusieurs risques possibles. Ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend où on va. D'accord. L'IA, pour finir, Josette, juste la différence. Donc aujourd'hui, en fait, pourquoi on n'a pas besoin de métrologues qui sont des analystes, en fait, qui sont capables de, avec pertinence, de décrire la fiabilité d'une mesure. Voilà. Enfin, je redis, hein, moi je vois des calculs, voilà, avec Laurent, on a discuté par exemple sur les dérives. Enfin, alors les gens après ils me disent ça marche. Et ça veut dire quoi ça marche? Ça veut rien dire, puisqu'on s'en fout en fait. Quand je fais un calcul, j'ai une valeur, mais est-ce que ça représente quelque chose de la réalité? J'en sais rien du tout. Donc ça marche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les auditeurs sont contents. Ben oui, mais ça veut pas dire que ce qu'on a de notre approche était juste. Ça veut dire que, ouais, mais au bout des machins, la périodicité, l'instrument est toujours conforme. Ouais, mais ça veut rien dire. Et ça se trouve, dans 10 ans, il sera encore conforme. Enfin, ça marche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, ça marche. En tout cas, dans les pratiques actuelles de la métrologie. Je réfute ça marche, parce qu'en général, ça surmarche. Voilà. Donc évidemment, quand ça surmarche, ça marche tout court. Mais, je finirai là-dessus, après je te redonne la parole, Josette. Normalement, on fait l'inverse, mais bon. Mais toute cette stratégie qu'on déploie, tout ce qu'on fait aujourd'hui, repose sur des idées du XXe siècle. Les idées du XXe siècle, c'est appuyer, pour faire simple, sur la table à dessin. On n'avait pas d'outils élaborés pour faire des calculs de probabilité de savoir si ma production de bouchons est comme ça et ma production de stylo est comme ça, quelle est la probabilité pour que ça ne marche pas. Avec une table à dessin, on ne sait pas faire ça. D'accord ? Il faut avoir des compétences statistiques pour faire ça, on n'en a pas. Mais à l'époque, on s'en foutait, puisqu'on était dans le principe du qui peut le plus, peut le moins. D'ailleurs, en gros, ah ouais, ça pourrait marcher avec un dixième, mais bon, je ne vais pas me faire chier, je vais demander un centième. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le XXe siècle, c'est le siècle du qui peut le plus, peut le moins. Au XXIe siècle, c'est terminé, dada, fini. Pourquoi? Parce qu'on a enfin pris conscience qu'on vivait sur une petite planète qui avait des ressources limitées et que le qui peut le plus, peut le moins, c'est du pillage sur les générations futures. C'est-à-dire, si je ne me fais pas chier à évaluer qu'avec un dixième, ça fonctionne, donc j'ai la fonctionnalité, et que j'ai l'outrecuidance, j'ai la lâcheté de dire « Ah ben non, mais je vais demander un centième, comme ça je serai tranquille », j'ai volé mes enfants. Je le redis, j'ai volé mes enfants. C'est-à-dire, pour ne pas me faire chier tout de suite à évaluer le dixième, j'ai volé mes enfants. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puisque la planète est finie, tout ce que je consomme en trop aujourd'hui, sur les ressources qu'on appelle primaires, c'est ce que les générations futures n'auront pas. Alors, je ne jette pas la pierre au XXe siècle et aux gens qui pensaient comme ça. Parce qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas cette conscience d'un monde fini, d'un monde dans lequel on pouvait, en surconsommant, créer des problèmes environnementaux dans les écosystèmes et autres. Donc, je ne jette pas la pierre parce qu'eux ne savaient pas. Là où on peut commencer à devenir méchant, c'est que nous, maintenant, on sait. Mais donc, comment arriver à se positionner Pardon ? Comment arriver à se positionner comme un outil indispensable? Alors attends, il va falloir démontrer qu'il est indispensable. Dans le contexte actuel, avec les tolérances actuelles, on n'est pas indispensable du tout. C'est pas nous qui allons passer du centième exigé au dixième fonctionnel. Nous, métrologues dans les entreprises, on peut ouvrir notre gueule, on peut dire ouais, non, mais là, machin, nanana, mais c'est les bureaux d'études,
c'est les directeurs, enfin, c'est les procédés de production. Quand on fabrique des voitures, il faut comprendre la difficulté. Parce qu'une voiture, c'est pas un bouchon de stylo. Une voiture, c'est des milliers de pièces qui doivent cohabiter. Donc, l'espace de bon fonctionnement de ce millier de pièces pour qu'elles cohabitent ensemble, c'est très complexe. C'est pas le métrologue qui va faire ça. Le métrologue ne pourra pas faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 30 ans, en fait, on s'occupe à coller des étiquettes. Voilà. Parce qu'au moins, on sert à quelque chose. À faire plaisir à l'auditeur. Voilà. Alors maintenant, si c'était votre argent, vous ne feriez pas plaisir comme ça à l'auditeur, parce que ça lui fait des beaux cadeaux. D'accord ? Si c'était votre argent à vous que vous dépensiez pour faire des étalonnages, vous ne feriez pas plaisir à l'auditeur. Mais bon, comme c'est l'argent de la boîte, après tout, on va pas se casser les machins, ça lui fait plaisir, on met tous les ans. Enfin, l'argent de la boîte, c'est de l'argent qu'elle n'aura pas pour faire autre chose. Hein. Donc moi, entre payer des trucs qui servent à rien et cet argent-là, l'affecter à des trucs qui vont peut-être nous permettre d'organiser l'avenir, en tant que dirigeant, je préfère avoir de l'argent pour m'occuper de l'avenir plutôt que de faire plaisir à des auditeurs qui, de fait, ne peuvent même pas exiger ça. C'est-à-dire, c'est une croyance. On croit que c'est obligé parce que tout le monde fait comme ça. Mais avant Copernic et Galilée, tout le monde pensait que le Soleil tournait autour de la Terre. Et pour autant, ce n'était pas juste. La majorité n'a pas toujours raison. Pour répondre maintenant à ta question, Rosette, ce n'est pas nous donc qui allons changer ça. Par contre, il y a un truc qui est en train de changer. Et c'est indépendant du métrologue. C'est rigoureusement indépendant du métrologue. C'est qu'on n'est plus à l'époque de la table à dessin. On est aujourd'hui à l'époque de l'intelligence artificielle. On a maintenant des algorithmes qui sont capables de comprendre quand est-ce que ça marche. Sur, non pas la base de l'opinion historique d'un bureau d'études qui a toujours fait comme ça, dont je ne vois pas pourquoi je changerais. Là, on parle en big data, donc en IA, d'opinion driven, c'est-à-dire on a toujours fait comme ça, opinion driven, et ça marche. Ben oui, évidemment que ça marche, puisque ça surmarche. Ça marche. Voilà, opinion driven. Maintenant, on va passer en fact driven, c'est-à-dire on va collecter tellement d'informations. Il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, aller mesurer, par exemple, une température sur une chaîne de production, c'était la croix et la bannière. Avec un thermocouple, il fallait parfois tirer des centaines de mètres de fil pour aller mettre un point de mesure, je ne sais pas où. Aujourd'hui, vous prenez un capteur Bluetooth, vous le foutez là-dedans, ou un Wi-Fi, ou un Zig, je ne sais pas quoi, et c'est bon, quoi. Vous avez la donnée instantanément. Enfin, 5 minutes après, vous avez la donnée sur votre PC. D'accord ? Donc aujourd'hui, on peut capter des données facilement, on peut stocker des données facilement, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et maintenant, on a des algorithmes qui permettent de les analyser pour comprendre par les faits, fact-driven, par les faits, quand est-ce que ça marche et quand est-ce que ça ne marche pas. Plutôt que piloté par les opinions. Voilà. Donc les algorithmes, ils révolutionnent totalement la façon de voir les choses. Alors, quand je parle d'IA aujourd'hui, vous allez penser de ChatGPT. Voilà, j'avais fait une conférence là-dessus. Je ne sais pas si vous savez comment marche ChatGPT, mais c'est les LMN en général. C'est un truc de dingue. Ce ne sont que des statistiques, que des probabilités. Il ne comprend rien, ChatGPT. Lui, il voit juste des lettres et il les associe. Il est capable d'associer les lettres pour faire un texte. Et bien vous, figurez-vous, industriel, demain, grâce à ça, vous allez être capable d'associer des petites entités pour faire une voiture. C'est la même chose. Comment ces petites entités peuvent cohabiter pour fabriquer une voiture qui marche? Quand je dis voiture, pour faire plaisir à Laurent, ça peut être des vaccins, des je sais pas quoi, enfin, n'importe quoi. D'accord? C'est n'importe quoi. Ça change le monde. Ça change le monde. C'est pas vous, les métrologues, qui allez le changer. C'est l'évolution technologique qui fera que, inévitablement, un jour, on aura ça à notre disposition. Et dans ce caractère inévitable que, une fois encore, moi je suis un grand optimiste, j'imaginais que ça allait arriver beaucoup plus vite que ça. Parce que depuis 2015, on parle de ça. Depuis 2015, Deltami, on a mis un site en ligne qui s'appelle mesuronbienbigdata.com. Vous pourrez aller visiter. Il y a un livre blanc, vous pourrez le télécharger. Vous comprendrez mieux les enjeux. Depuis 2015, on parle de ça. Je pensais que, autant les périodicités, je pensais qu'en 2 ans, j'allais régler le problème et qu'en 2000, tous les industriels allaient écouter ma bonne parole. Bon, ça n'a pas marché. Mais parce que ça, c'était marginal pour une entreprise. En fait, le budget métrologie, on s'en fout. Par contre, l'IA, c'est fondamental. C'est-à-dire que dans le monde de l'IA, on dit « do it or die ». Soit tu utilises, soit tu vas mourir. Tu vas disparaître du marché. Pourquoi ? Parce que les concurrents, eux, ils vont l'utiliser. Et le premier qui va l'utiliser, il va niquer les autres.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc là, c'est pas pour faire plaisir à un petit auditeur ISO 9000 qui croit qu'une petite étiquette, ça résout le problème de la pertinence des mesures. Alors là, c'est révolu, ça, c'est terminé. Il y a encore des gens qui vivent de ça. Mais je prends. Ça ne peut pas durer 20 ans de plus. Enfin, c'est complètement débile. Ça sera dégagé un jour ou l'autre. C'est fini. Par contre, ceux qui utilisent les outils d'aujourd'hui pour améliorer leur compétitivité, leur productivité, eux vont gagner le marché, et les outils du XXIe siècle sont plus puissants que les outils du XXe siècle. Donc, il n'y a pas d'embrouille. C'est sûr et certain. C'est qu'un problème de délai, mais c'est sûr et certain. Ça ne pourra pas être autrement. Et quel est le rôle du métrologue dans cette aventure? Quel est le rôle du métrologue? Moi, j'aurais adoré que ce soit le métrologue qui devienne un data scientist, c'est-à-dire quelqu'un qui sait manipuler ces algorithmes qui, eux, vont permettre de dire quelle est la bonne spécification pour le bouchon et le stylo. Mon copain Laurent, dans la conclusion de notre livre, parce qu'on l'a écrit en commun, il m'a dit non, là, tu es trop ambitieux. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même science. Un métrologue, c'est un homme de la physique, d'accord? Alors qu'un data scientist, c'est un homme des chiffres, des nombres. C'est pas la même chose. Un métrologue, lui, il doit capter l'information. Alors que le data scientist, lui, c'est pas le même esprit. Lui, il fait tourner ses neurones pour faire toute autre chose. Il pense pas du tout comme nous. Nous, on vient d'en embaucher un, là, c'est une machine de guerre. Mais c'est incroyable la différence de façon de voir le monde. C'est complètement hallucinant, quoi. Voilà. Donc, le métrologue ne va pas pouvoir devenir comme ça. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Enfin, on n'est pas fait pareil. Par contre, le métrologue, c'est un élément clé dans l'équipe de data science. J'ai utilisé deux acronymes tout de suite, enfin, du monde de la data science. Do it or die, d'accord, et fact-driven versus opinion-driven. Je vais en utiliser un autre, sûrement le plus important pour vous. C'est GIGO. G-I-G-O. Garbage in, garbage out. Les algorithmes, ils savent faire des choses fabuleuses, mais il ne faut pas qu'on leur raconte des conneries. C'est-à-dire que pour qu'ils comprennent pourquoi ce bouchon de stylo fonctionne avec ce stylo, l'algorithme, lui, il va être capable de faire ça. Mais il faut qu'on lui donne la bonne valeur des bouchons et la bonne valeur des stylos. Parce que si je dis n'importe quoi sur la valeur des bouchons et n'importe quoi sur la valeur des stylos, lui, il va me faire confiance. Il va essayer de comprendre avec du n'importe quoi comment ça se fait que ça marche. Garbage in. Eh bien, il va me raconter n'importe quoi. Garbage out. Puisque lui, il me fait confiance. La seule chose qu'il demande, l'algorithme, c'est qu'on lui donne des données fiables. C'est qu'on lui donne des données pertinentes. Voilà ce qu'il demande, l'algorithme. Et ces données, je les accumule tout le temps. Les entreprises aujourd'hui qui sont en IA, elles font des mesures en permanence. Ce n'est pas tous les ans qu'il va falloir savoir si l'instrument a dérivé ou pas. Parce qu'on va avoir capitalisé, si tel était le cas, c'est-à-dire si l'instrument avait dérivé, pendant un an, des données qui sont complètement inexploitables, qui partent à la poubelle. Si vous perdez un an dans la course, dans la compétition versus vos concurrents, vous êtes mort. Donc, le rôle du métrologue demain s'inscrit dans la data science et il s'inscrit dans l'exigence absolue de produire des mesures qui soient le plus proche possible de la réalité des choses pour que les algorithmes qui, eux, sont dans le monde des nombres, nous disent comment les choses fonctionnent. Et là, vous allez voir qu'on est très très loin d'être dans les divisions par racine de 3 et les dérives à la con, comme je le vois trop souvent, par exemple en température, là c'est à vomir. Enfin moi je prends, je crois que la norme de la FDX 07028, je crois que je l'ai mis dans mes toilettes, elle peut servir qu'à ça, quoi. En cas de panne, hein, en cas de panne, parce que c'est rugueux sinon. En cas de panne, voilà. Parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Donc le métrologue de demain, qui aura un rôle à jouer dans une équipe de data science pour que son entreprise soit compétitive, comprenne le mieux possible ses besoins, assure le mieux possible la conformité pour ses clients, vise le juste nécessaire, pas en matière d'étalonnage, ça c'est de la bricolette, ça. Moi je croyais que c'était important, mais le budget étalonnage dans les entreprises, c'est peanuts, ils s'en foutent. Enfin, on ne parle pas en pourcentage de chiffre d'affaires, là, on parle de milliardième de pourcent, donc on dit, ouais, ça fait plaisir à l'auditoire, on va se chercher avec ça, quoi. Voilà. Donc allez, ils font pas de bruit, ils sont dans leur bureau, ils s'amusent à coller des gommettes, super. Voilà. C'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est au cœur de la bataille.
L'avenir, c'est être au cœur de l'équipe de data science. L'avenir, c'est d'être capable de produire et de garantir qu'en permanence, les données qu'on injecte dans les algorithmes ont quelque chose à voir avec la réalité des choses. C'est ça votre avenir. Alors, ça va perdurer encore, les petits audits ISO 9001, les « oh, j'ai le diplôme, mais qu'est-ce qu'on s'en branle ?» Enfin, franchement, ouais, je regarde le PIB de l'industrie française, c'est ça qui m'intéresse. En 94, quand le COFRAC est né, voilà, COFRAC, voilà, 94, oh, COFRAC, super, la qualité, le truc, ça va être bien. Ben, putain, on s'est jamais autant cassé la gueule que depuis qu'ils sont là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Désolé, Jean-Michel, il va nous rester pas assez de temps. Ouais. On n'a pas eu le temps de laisser les gens poser des questions. Je pense qu'on fera peut-être une deuxième interview parce qu'il y a, il y a des gens certainement qui auraient dû poser des questions mais qui n'ont pas pu le temps. Donc, je pense qu'on planifiera un autre. Il y a Victor qu'on va laisser la parole. Juste si tu as une question, Victor, ou des trucs à rajouter. Victor, on te laisse la parole. Mais il faut qu'il ouvre son micro, Victor. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un à part Victor qui veut parler? Oh, bonjour, oui. Bonjour à tous. Bonjour. Non. Vraiment, merci pour cette conférence. Ce n'est pas en tant que telle une conférence, c'est des sujets à réflexion que vous avez amenés, que vous avez posés. Alors, moi, je suis du Bénin et ici, dans notre réalité, les auditeurs sont considérés comme des rois. Pas plus tard qu'hier, on a fini un audit d'évaluation et les écarts sont sortis. Malheureusement, je n'ai pas participé à l'audit. Et vraiment, je comprends, je vous soutiens à 100% et je comprends, j'aime penser en dehors de la boîte aussi. J'aime penser en dehors de la boîte. Moi, personnellement, c'est juste après 1 an que j'ai remarqué que je faisais la même chose. Et malheureusement, les moyens ne m'ont pas permis. Mais en vous suivant, j'ai vu que c'était possible de penser autrement, c'était possible. Donc là, je n'ai pas de questions, mais j'ai juste une proposition. Par rapport à notre réalité à nous, c'est vrai que cette réalité s'étend aussi en Europe à cause de ces auditeurs, le COFRAC, les normes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, de votre côté, promouvoir la gestion externalisée des équipements? Ce qui fait que l'équipe, le prestataire, en fait, est formé selon cette nouvelle disposition, cette nouvelle convention, la data science. Les métrologues appartiennent à une équipe hors de ces entreprises. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais je pense que la métrologie dans une entreprise, elle ne peut pas se sous-traiter. On peut sous-traiter les étalonnages, mais pas la métrologie. La métrologie, c'est ce qui se passe au quotidien au pied des machines. Enfin, c'est tous les jours que l'entreprise produit des mesures et que tous les jours, ces mesures doivent faire sens avec la réalité. J'ai expliqué pourquoi on pensait que ce qui était indiqué par l'instrument était suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Après, il y a des techniques, j'en ai pas parlé là, mais chez Deltami, on travaille sur des techniques avancées pour améliorer, grâce aux capacités de calcul aujourd'hui, la donnée brute de mesure en une donnée raffinée. Voilà. Mais ça peut tout passer en interne. Alors après, il peut y avoir des entreprises extérieures qui viennent aider pour mettre des choses en place, pour former, pour accompagner. Mais ce n'est pas l'étalonnage. Dans le processus de mesure, le facteur le plus influent, c'est jamais l'instrument. Regardez bien un processus de mesure. L'instrument de mesure, c'est le seul facteur qui a été maîtrisé par son fabricant. L'opérateur, on ne l'a pas formé. Le mesurant, il est ce qu'il est. Vos conditions environnementales, elles sont ce qu'elles sont. Vos méthodes, vous faites comme vous pouvez. Le seul truc qui est vraiment maîtrisé, qui a fait l'objet de toute l'attention du machin, c'est l'instrument de mesure par le fabricant. Alors, il peut subir une dérive, ça, il faut la détecter, d'où les surveillances. Mais en général, quand on fait un calcul d'incertitude, et qu'on ne le fait pas avec des divisions par racine de 3 à la con, quand on fait une vraie approche scientifique et statistique de ce que sont les erreurs de mesure qui peuvent se produire au moment d'une opération de mesure, et ça change de l'application du GUM et des divisions par racine de 3, je vous le dis, ça change. Voilà. Tout ça, là, on se rend compte que c'est rarement l'instrument, et tout ça, ça doit être maîtrisé en interne. Parce que tous les vrais facteurs qui contribuent à l'incertitude sont maîtrisés en interne. Enfin,
ils surviennent en interne. C'est une compétence indispensable à acquérir pour pouvoir intégrer ou amener de la valeur ajoutée dans le cadre, je redis bien, la valeur ajoutée ne viendra, après je répondrai à l'auditeur et à vos non-conformités, amener de la valeur ajoutée dans le cadre de la productivité de l'entreprise si l'entreprise se tourne vers l'IA. Tant que l'entreprise continuera à subir ce qu'on a inventé au XXe siècle, ben, il va falloir vous résoudre à n'être pas très utile parce que ça marche sans vous. Voilà, ça marche sans vous. Maintenant, pour répondre à non-conformité aux exigences, je pense plutôt que c'est les auditeurs occidentaux qu'on déteint sur les auditeurs africains. Parce que ils ont été formés par nos pratiques. Enfin, moi, il y a des années, j'avais proposé en France, on a la sous-direction de la métrologie légale. La sous-direction de la métrologie légale, il y a, je crois, 4 responsables qui sont les responsables de la métrologie commerciale, donc 4 par grandeur physique, en fait, par type d'instrument de mesure. Et ils avaient créé un poste avec une dame qui était absolument géniale, Émilie Fauty. Ils avaient créé un poste pour la métrologie industrielle. Parce que la métrologie, voilà, pourquoi que la légale? Enfin, l'État a se tracasser de ça. Parce que c'est quand même aussi, l'État, il a besoin d'avoir des entreprises qui fonctionnent pour pouvoir faire rentrer des impôts et donner du travail aux gens. Et si on n'a pas d'entreprise qui, alors nous, on n'en a plus, mais s'il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne pour payer des impôts et donner du travail aux gens, on a moins d'impôts et on a plein de chômeurs. Donc, voilà. Donc, c'était logique qu'elle s'en tracasse un peu. Et là, je lui avais dit depuis longtemps qu'il fallait avoir une action sur les auditeurs. Il fallait donner des outils aux auditeurs pour qu'ils sachent dire ce qui était une non-conformité ou pas une non-conformité. Mais c'est pas moi, Jean-Michel Pou, qui vais le faire. C'est fini, moi, elle est partie, on n'a pas réussi à le faire. J'en ai parlé à des interlocuteurs au Bénin, parce que j'ai pas mal de réseaux sur LinkedIn, voilà, mais c'est pas moi qui vais le faire. Moi, j'ai fini ma carrière, les jeunes. C'est votre boulot. C'est à vous de vous forger cette conviction. Moi, j'ai bien ramé, voilà. Je m'en suis sorti, donc c'est plutôt mieux. Et je continuerai à vous aider pour ceux qui veulent être aidés. Mais c'est à vous de faire le job. C'est à vous de vous convaincre de tout ça. C'est à vous de vous rebeller contre les auditeurs. Moi, il n'y a jamais un auditeur qui a eu gain de cause avec moi quand j'étais responsable d'accréditation COFRAC. Et le seul qui a eu gain de cause, je ne lui ai pas dit, mais en fait, j'ai jamais fait ce qu'il m'a demandé de faire et sur lequel je m'étais engagé de le faire. Parce que je savais que ça ne servait à rien. Je lui ai dit, écoute, pas vu, pas pris, mon pote. Si tu veux rien comprendre, moi, je continue ma vie comme je veux. Et par contre, ouais, d'accord, ouais, j'ai fait ce que tu m'as dit. Voilà. Merci Jean-Michel. On va laisser la parole à David. Désolé, on est contre le temps. David, est-ce que tu peux poser ta question? Oui, merci. Moi, c'est David. Je suis responsable métrologie dans le groupe Castel, filiale Bras-Congo. Alors déjà, pour la petite histoire, moi, je suis depuis juillet 2024 utilisateur de Optumi. Logiciel. Voilà, je sais qu'on est chez Castel. Voilà, effectivement. Donc, on a travaillé là-dessus, on a implémenté le logiciel. Il est parfait. Il m'aide en tout cas dans mon travail quotidien. Alors, ma question va juste s'adresser à messieurs Pou, c'est ça? Voilà. Vous avez beaucoup plus martelé sur la surveillance pour nos instruments. Parce que faire de la vérification des étalonnages à des périodes bien définies ne garantit rien. Et ça, vous avez totalement raison. Dans Optumi, il y a ces modules optimisation où on retrouve la méthode Opérette pour l'optimisation de nos périodicités, etc. Ma question va se reposer sur quelle méthode statistique que vous avez, sur laquelle vous vous êtes attelé pour pouvoir intégrer Opérette dans Optumi. Parce que la réalité que moi, je peux avoir ici à Kinshasa, dans mon industrie, là où je travaille, les conditions dans lesquelles fonctionnent mes instruments de mesure ne sont peut-être pas les mêmes que celles avec lesquelles vous avez peut-être réuni toutes les conditions nécessaires pour dire, voilà, si tu mets 3 éléments dans le plot pour déterminer la périodicité, ça te donne une périodicité donnée. Est-ce que cette logique-là que vous avez utilisée pour intégrer dans Optumi, elle s'adapte sur toutes les réalités dans l'industrie ou pas? C'est ça en fait ma question. Par exemple, un manomètre, je vous donne un exemple. Si vous aviez analysé un manomètre sur une conduite où on a une pression nominale de 5 bars,
d'accord, et que moi, dans mon usine, le mano, il est par exemple sur 15 bars. 15 bars, il est monté sur une conduite à 15 bars. Vous voyez que les conditions déjà seront différentes. Et donc, l'optimisation de la périodicité ne sera pas forcément la même. Donc, je voudrais un peu avoir des éclaircissements par rapport à ça. Ouais, je vais vous répondre. Alors, Opérette, c'est une méthode qui a été développée à l'époque chez EADS par un garçon qui s'appelait Gilbert Brigaudio. Et Gilbert Brigaudio, il avait aussi antérieurement, dans le cadre de la BN, enfin du Bureau de normalisation de l'aéronautique, il avait créé une norme qui s'appelait la BN Aéro 800-25. Je vous dis ça de tête, hein, ça n'a plus changé. Et c'était une méthode très statistique qui est absolument imbuvable, il l'a reconnu lui-même. Et c'est pour ça qu'il a réfléchi. Alors, au début, il voulait faire une méthode universelle. Il a réfléchi à une méthode qui serait plus qualitative que quantitative. Alors, je ne peux pas tout vous dire parce que le temps presse, mais je vais essayer de vous dire l'essentiel. Donc, Opérette, son expression favorite, c'est le bon sens mis en équation. Donc, dans Opérette, c'est une méthode qui est maintenant normalisée. Elle a fait l'objet d'un guide édité par le Collège français de métrologie, mais elle est surtout en annexe du FDX 07014. Donc, la méthode elle-même, elle a une existence, on va dire, normative. Elle est même, alors, c'est ce qui prouve quand même qu'il y a des gens qui sont vraiment pas très... Elle est même préconisée par le COFRAC dans le cadre des accréditations 17025 des laboratoires d'étalonnage. Maintenant, je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Elle est... comment dire? Il faut que j'utilise des mots gentils. Alors, c'est une super méthode de hiérarchisation. Là-dessus, c'est indiscutable. Donc, en fait, elle s'inscrit dans une démarche, on va dire, elle c'est qu'un objet statistique. Hein. Dans Optimu, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas... Gilbert Brigaudio, lui, rêvait d'une méthode qui serait universelle et qui marcherait pour tout le monde. Bon, lui, fabriquait des fusées et des avions, vous fabriquez de la bière, enfin, vous mettez en bouteille de la bière, et d'autres fabriquent des bouchons de stylo. Vous comprenez bien que l'universalité, elle va trouver ses limites, parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes qu'un fabricant de fusées, qui d'ailleurs n'a pas les mêmes problèmes que vous. D'accord? Donc, on ne fait pas de hiérarchie, mais voilà. Donc, lui, il voulait au début une méthode universelle. Il a créé un groupe de réflexion dans lequel j'ai participé activement, et dans lequel on a constaté que ça ne pouvait pas être universel, et on a proposé une méthode qui était une méthode d'analyse de hiérarchie des risques, en fait. Donc, quels sont les facteurs? On va identifier quels sont les facteurs qui contribuent à la dégradation des performances métrologiques de l'instrument, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, si le fait que des fois vous êtes à 5, à 15, à 20, à 12, à 2, si c'est un facteur que vous jugez important dans le cadre de la dégradation des performances métrologiques, c'est un facteur que vous allez considérer dans l'étude Opérette, vous allez le créer. Sur combien de plots vous allez le noter, c'est votre problème. Est-ce que vous avez suffisamment de cas dans le mélange que vous allez faire, de cas différents pour faire 5 plots, ou est-ce que 3 plots suffisent? Jamais 4. Ça, c'est pas écrit dans la méthode, mais je vous le dis. Quand on fait de l'opérette, il faut que les critères aient un nombre impair de plots. Et pour que ça marche bien et que ça ne raconte pas trop de conneries, il faut que le plot central soit le mode. Voilà. C'est-à-dire, il faut que la note centrale, le plot central, c'est-à-dire 0, soit la note la plus donnée. En gros, si vous avez un critère, vous dites tous mes instruments sont à plus 2, mais j'ai celui-là à moins 2, vous supprimez le critère. Il ne faut pas le rentrer dans Opérette. Il faut faire 2 périmètres différents, un pour ceux qui sont à plus 2 et un pour le tout seul qui est à moins 2. Et le tout seul qui est à moins 2, par exemple, si c'est votre étalon de référence, et bien celui-là, vous le traitez autrement. Voilà. Donc, il faut noter les différents critères sur 3 plots. Il faut que le plot central soit le mode. Je redis, ce n'est pas écrit dans la norme, mais d'expérience, je vous dis que c'est ça qu'il faut faire. Ensuite, les critères, c'est vous qui les choisissez. Ça peut être les conditions d'usage, ça peut être le constructeur, ça peut être l'antériorité qu'on a sur la connaissance des dérives ou des dégradations possibles. Enfin, c'est vraiment vous qui devez définir dans un groupe des gens concernés par cette mesure, ou par ce parc d'instruments de mesure, et il n'y a pas que les métrologues. Les métrologues, eux, ils fournissent les instruments qui vont permettre de mettre des nombres sur les formes. Mais les gens dans votre entreprise, ce qui les intéresse, c'est les formes. Voilà. Donc, eux aussi, ils sont concernés parce que il n'y a pas que le métrologue qui doit être intéressé par Opérette. Il faut vraiment que tous les gens qui utilisent des mesures
et qui vont en subir éventuellement les conséquences soient autour de la table pour définir quels sont les critères qu'on va devoir considérer. Là encore, il ne faut pas une liste à l'après-vert. 4, 5 critères, c'est bien suffisant. Ce n'est pas la peine d'en mettre 25. Il faut prendre les principaux, parce que c'est vraiment une méthode de hiérarchisation. C'est comme une incertitude de mesure. On va prendre les facteurs les plus importants. Les facteurs à l'ordre 2, on s'en moque. Alors, c'est bien que les commissions COFRAC adorent aller titiller le nanomètre quand il y a d'autres erreurs en dizaines de micromètres, mais la réalité industrielle, c'est qu'on s'en fout. Voilà. Donc, vous allez sélectionner les critères qui sont les plus importants à vos yeux, et vous allez pouvoir hiérarchiser, en les pondérant aussi, peu importe, vous allez pouvoir hiérarchiser les instruments qui méritent de l'attention et ceux qui en méritent moins. Cette hiérarchisation, elle est indiscutable. Elle marche bien si vous avez bien choisi les bons critères. Si évidemment vous n'avez pas choisi les bons critères ou vous avez oublié le principal, parce que des fois on ne voit pas la poutre au milieu de son œil, hein, comme on dit, ça ne va pas marcher. Mais j'ai bien parlé de hiérarchisation, David. J'ai bien parlé de hiérarchisation. La hiérarchisation fonctionne très bien. La transformation de la hiérarchisation en périodicité, c'est du blabla. C'est du blabla pour les auditeurs. C'est complètement conventionnel. Vous faites exactement ce que vous voulez. Et parce qu'il n'y a aucune périodicité qui vous permettra de dire qu'un instrument va à cette date sortir des clous. Il n'y a aucune méthode de calcul de périodicité qui va pouvoir prédire les accidents. Même si je crois très fort, par exemple, dans la FDX 07014, celle qui repose sur la dérive max, elle ne garantit rien quant à un instrument qui tomberait par terre. D'accord ? Donc, opérette, vous hiérarchisez, vous vous posez les bonnes questions, c'est essentiel pour moi. Opérette, c'est une très bonne méthode pour ça, parce que ça met tous les acteurs autour de la table pour se poser les bonnes questions, déterminer ensuite les facteurs qui vont être importants parce qu'il faut mettre une périodicité, parce que c'est l'habitude, notre ami Victor, il nous disait ça tout à l'heure, parce que l'auditeur va vouloir une périodicité, très bien, on va lui en donner une, mais la transformation entre la hiérarchisation et la périodicité, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous pouvez jouer sur le Pmin, le Pmax et le nombre d'écarts types, et ça va vous donner les valeurs que vous voulez. Donc, si vous voulez faire des économies, vous mettez un grand Pmax. Si vous avez peur, vous mettez un petit Pmax et vous allez trouver une périodicité. Elle ne garantira rien. Par contre, dans la méthode et dans les facteurs, vous aurez toujours au minimum un facteur qui renvoie à quelle est la probabilité qu'on ait un problème et un autre facteur qui renvoie à s'il y a un problème, est-ce que c'est grave? Ça, s'il n'y a pas ça, c'est que vous avez loupé votre étude. Voilà. Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est grave si j'ai un problème sur ce manomètre? D'accord? Alors là, l'échelle de gravité, c'est vous qui décidez. 2 plots, 3 plots, enfin 3 plots ou 5 plots, ça c'est vous qui décidez, je ne sais pas dire. Voilà, est-ce que c'est grave? Et est-ce que c'est probable? Est-ce que j'ai déjà eu des vrais problèmes? Alors si j'en ai jamais eu, c'est pas probable. Et puis si j'en ai souvent, c'est très probable. Et puis si j'en ai pas plus que je ne sais pas, c'est peu probable. Enfin, c'est le mode, c'est 0, quoi. D'accord? Par contre, ces deux critères-là, eux, vont permettre, et là je renvoie Laurent vers la matrice de François sur la gestion des risques, parce que c'est lui qui a apporté ça, notamment dans la méthode opérette. Ces deux critères, enfin dans les surveillances, c'était dans le guide des surveillances du CFM, mais ces deux critères-là, de probabilité et de dommage, en fait, si l'événement se produit, vont vous permettre de mettre une note qui, elle, va vous donner une information sur la stratégie de surveillance à mettre en œuvre. Vous comprenez bien que si vous avez un problème qui peut être grave et qui est probable, c'est sûrement pas la périodicité que vous allez trouver sur Opérette qui va vous dire quoi que ce soit, mais si le phénomène peut être grave et qu'il est probable, vous allez mettre une opération de surveillance très serrée pour que ça n'arrive pas. Par contre, si vous avez un problème pas grave, d'accord, et peu probable, là, vous allez mettre une périodicité et vous allez laisser faire Opérette. Donc, l'avantage d'Opérette, je vais vous le dire franchement, c'est une mise en place d'une fonction métrologique qui repose sur le vrai besoin plutôt qu'un truc arbitraire tous les ans suivant la norme. Ça, c'est de la merde. Bon, faites-le si vous voulez, mais moi, j'ai plus de précautions à prendre sur ces sujets. Mais Opérette, ça permet aux méthodes. D'ailleurs, j'avais écrit un article pour les techniques de l'ingénieur où on disait mettre en place la fonction métrologie dans une entreprise, ça commence par faire de l'Opérette. On commence par ça. Pourquoi? Parce qu'on va réunir autour de la table les acteurs concernés et on va définir en commun une stratégie qui soit adaptée à tout le monde. Voilà, parce qu'on peut toujours vouloir
on peut toujours vouloir ne prendre zéro risque, machin. C'est le financier qui va dire, ah non, mais les gars, là, c'est pas possible. Parce que là, ça coûte trop cher, on tue la boîte. Donc, il y a un moment, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. OK ? Donc, ça permet de mettre tous les acteurs autour de la table, tous ceux qui ont quelque chose à voir avec les mesures, pas la qualité, pas l'auditeur, les mesures, l'exploitation des mesures, on les met autour de la table, on définit des critères. Avec ces critères, on définit des périodicités. Ça fait plaisir à l'auditeur. Mais dans tous les cas, on met en place des stratégies de surveillance, que c'est les seules qui peuvent permettre de détecter des choses. Et ces stratégies de surveillance doivent être corrélées avec la gravité des conséquences d'un problème. Si c'est grave et probable, on fait des surveillances serrées. Je ne sais pas lesquelles, il y a 1000 idées. Hein. Les surveillances, là encore, c'est le bon sens mis en équation. Ça dépend du contexte, il y a plein de choses à faire. Plein. Mais pour vous répondre, David, moi qui étais à la tête de beaucoup de laboratoires d'étalonnage, si j'y étais encore, je ne ferai plus jamais d'étalonnage périodique de mes étalons. Parce que je sais qu'en faisant des étalonnages avec mes étalons, je peux détecter des problèmes. Je n'ai pas besoin de faire un truc de plus. Quand j'étalonne des calques de 10 pour un client, je dois trouver 10 en moyenne. Voilà. Si je ne trouve pas 10 en moyenne sur toutes les calques que j'étalonne de mon client, ça veut dire que j'ai un problème soit sur ma calque de référence, soit sur mon banc de comparaison de calques. Donc, sans rien faire d'autre que d'analyser les données que j'obtiens au quotidien, je sais dire si j'ai un problème ou pas. Si je suis dans un laboratoire de biologie médicale et que je mesure, je prends un exemple simple, le taux de glycémie, évidemment, je le fais tout le temps de mes patients, j'en fais des milliers par jour. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans vos pays, mais en France, on a des labos qui traitent 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 analyses par jour sanguines. D'accord ? J'en ai 10 000. Je regarde la moyenne du taux de glycémie tous les jours. Si cette moyenne bouge, il n'y a aucune raison que ce soit mes patients qui aient changé de régime alimentaire depuis hier ou avant-hier. C'est simplement que mon automate commence à déconner. Je n'ai rien fait d'autre que d'analyser les mesures que je fais. Peut-être que chez vous, vous pouvez faire exactement la même chose dans certains cas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais si j'ai par exemple 2 manomètres, je vais prendre cet exemple-là, qui mesurent la pression qui devrait être la même, on a ça dans l'industrie pharmaceutique, dans toutes les salles blanches. On est en train de travailler pour un grand laboratoire en ce moment sur un nouvel algorithme d'intelligence artificielle, on en parlera plus tard. Mais si les 2 manomètres mesurent normalement la même pression, soit les 2 donnent la même pression, soit il y en a un qui ne donne pas la même pression que l'autre, ça veut dire que j'ai un problème quelque part, sur l'un ou sur l'autre. Si la pression classique, c'était tant, s'il y en a un qui donne tant comme d'habitude et l'autre qui donne une valeur erronée, je sais qu'il a un problème. C'est pareil, je mets un caillou sur une balance, j'ai besoin de connaître le caillou. Voilà. Donc, pour revenir à Opérette, ça va vous permettre de calculer des périodicités. Le vrai problème de la mise en route d'Opérette, c'est de bien définir les périmètres des instruments qui peuvent supporter les mêmes critères, où il est pertinent d'utiliser les mêmes critères avec les mêmes pondérations. Si je dois faire plusieurs périmètres, je fais plusieurs périmètres. Voilà. Et ensuite, la périodicité que je vais trouver, c'est du bidon. Voilà, ça va faire plaisir à l'auditeur. Il n'y a aucun caractère prédictif. En revanche, je le redis, dans les critères que j'aurais notés, que j'aurais pris le soin de noter, ceux-là vont me permettre de savoir quel type de surveillance il faut que je mette en œuvre pour satisfaire les exigences de mon entreprise. Parce que ce qui compte, c'est mon entreprise, c'est mes clients. Je veux bien mettre de l'argent pour mon entreprise et pour mes clients. Je ne veux pas mettre de l'argent inutile pour faire plaisir à un gars qui ne comprend pas ce que je fais. Merci Jean-Michel. C'est vrai qu'on a un peu dépassé, mais c'était très enrichissant. Merci à Laurent parce que tu as su répondre aux questions, commentaires qu'on n'a pas pu répondre. Je pense qu'on fera un deuxième parce qu'il y a eu tellement de questions que tu n'as pas pu répondre, Jean-Michel. Et on verra ensemble comment on va s'organiser pour ça. Oui, avec plaisir. Je dis en tout cas merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont pu poser des questions. Alors, l'accréditation est payante, je le précise. Là, il y a une question, je la regarde vite fait sur les questions simples. Oui, c'est payant, évidemment, et ça coûte cher. D'ailleurs, le COFRAC, dès qu'on lui dit qu'on veut être accrédité, le premier truc qu'il fait, c'est nous envoyer une facture. Donc voilà, ça c'est payant et c'est cher. Voilà, Laurent dit la même chose que moi. Laurent, quand tu as ta question, il faut aller voir le COFRAC. Ça fait longtemps que ça m'a passé l'envie d'aller voir le COFRAC. C'est moi, les gens qui croient tout savoir, moi en commission, j'étais toujours debout, ils ne comprenaient rien. C'est plus mon problème, je m'en fous en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je vous parle aux industriels et les industriels ne sont pas obligés de passer par les fourches codines et les exigences du COFRAC. Voilà. Ou de l'ILAC, ou toutes ces conneries. Ça, c'est bon, ils s'amusent, ils font des documents, ils occupent le monde.
Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance industrielle et la qualité de production au juste coût. Ils sont à des milliards d'années-lumière de ça. Je le sais depuis longtemps, donc je les laisse avec leurs petits sujets et je rigole bien quand je vois les conneries qu'ils écrivent. Merci Jean-Michel, merci Laurent pour ton assistance aux questions. Merci à tout le monde et merci aussi à tous ceux qui envoient des avis positifs sur cette initiative. Et je vous souhaite une bonne journée. Surtout, restez connectés sur nos plateformes. Il y aura sûrement un prochain interview avec Jean-Michel pour approfondir certains sujets. Merci Jean-Michel. En tout cas, et merci à toi, Josette, surtout pour tout ce que tu fais, parce que vraiment, et ton ami, comment il s'appelle, Prince, pour Métrologie pour tous. Ouais, là, franchement, moi je dis quand même ouais, c'est bien. Faire ça de façon bénévole et d'animer une telle communauté, félicitations. C'est vraiment très bien. Je te l'avais déjà dit en privé, je le redis en public. Félicitations pour ta passion. J'espère que tu ne vas pas te fatiguer, que tu vas continuer à avoir autant d'énergie et de plaisir à faire tout ça. Ben, j'espère aussi. En tout cas, bonne journée à vous et on se dit à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Au revoir.